était les premiers à faire des podcasts vidéo en France. T'aide aujourd'hui les entrepreneurs comme David Laroche ou Yomi Denzel à partir viral sur YouTube. Pourquoi, selon toi, en 2025 surtout, c'est super important d'avoir un podcast quand on a un business? Ce format podcast, est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour durer dans le temps ou est-ce que simplement aujourd'hui c'est la tendance donc tout le monde le fait? Le podcast a l'avantage de te permettre de bien développer ton expertise, d'avoir cette proximité avec le public. Est-ce qu'in fine, si je me fais l'avocat du diable, il n'y a pas en fait des opportunités à prendre partout pour ceux qui veulent lancer des podcasts? Les erreurs principales à ne surtout pas faire quand tu crées un podcast. Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Scale avec YouTube. Aujourd'hui, on a ramené un expert podcast. Donc, je vous présente Mohamed Moran. C'est un homme qui a eu 10 vies. Moi, de ce que j'ai compris, tu as eu un parcours assez singulier avec pas mal d'expériences. Donc, j'ai noté que tu avais fait du stand-up. D'ailleurs, il y avait une anecdote marrante avec ça, mais j'avais regardé une vidéo sur YouTube récemment d'un créateur qui s'appelle Mousse. On en avait parlé, Mo. Et il parlait du scandale Copy Comics. Et il avait mis un extrait d'un reportage de France 2, je crois, ou quelque chose comme ça, dans lequel je t'avais vu, en Ouais. fait, j'étais en train de manger. On avait discuté ensemble quelques jours plus tôt. Et je t'ai vu comme ça apparaître sur scène, donc j'avais trouvé ça assez amusant. Tu as aussi été entrepreneur. Tu as lancé dans tout ça plusieurs podcasts. Donc là, c'est le gros sujet du jour, on y reviendra. Donc, notamment un podcast avec Oussama Hamar. Tu as aussi lancé plusieurs chaînes YouTube, dont la chaîne YouTube Yas Dubaï pour parler de Dubaï, et t'aide aujourd'hui les entrepreneurs comme David Laroche ou Yomi Denzel à partir viral sur YouTube. Donc, bienvenue dans le podcast. Et puis, la parole est à toi. N'hésite pas si tu veux en dire un peu plus sur ton parcours, ce qui t'a amené à YouTube, à faire des podcasts et tout ce qui peut être intéressant. Salut Blas, très content d'être là. Ouais, écoute, t'as bien raconté dans les grandes lignes mon parcours. Écoute, ouais, c'est plutôt complet en vrai. Je vois pas trop ce que je pourrais rajouter. Effectivement, stand-up. En fait, j'ai démarré effectivement YouTube grâce au stand-up en fait, parce que tu sais, quand t'es humoriste, tu veux te faire connaître un petit peu. Donc, je faisais des premières vidéos. À l'époque, pour te dire, c'était plus Facebook qui avait le vent en poupe quand j'ai démarré. C'était il y a longtemps, hein. C'était il y a au moins 10 ans, je dirais. Et c'était une période où c'était hyper facile de faire 1 million de vues sur Facebook avec des petits sketchs, des petits trucs comme ça. Et YouTube, c'était plus exigeant. Mais je faisais les deux, tu vois, je me tentais un peu. À la base, moi, j'avais fait des études de com audiovisuel. Donc, j'avais les skills, tu vois, de montage, de trucs comme ça, basiques, on va dire. Et de temps en temps, je bossais aussi pour d'autres humoristes. Je leur écrivais leurs vidéos, je leur faisais le tournage. Et c'est comme ça que je me suis aussi lancé en parallèle dans l'entrepreneuriat quand je me suis dit, vas-y, stand-up full time, mais tu vas pas gagner d'argent pendant longtemps. Donc, crée un business à côté. Et, euh, et du coup, j'ai créé une agence qui s'appelait à l'époque Blue Cheese. Et en gros, l'objectif de Blue Cheese, c'était d'aider les marques à écrire des blagues marrantes dans leurs pubs, tu vois. Parce que souvent, tu vois, quand tu es une marque, tu vas faire des pubs un peu cringe quand tu essaies de faire de l'humour. Et en gros, moi, je bossais avec soit moi, soit d'autres humoristes. On écrivait des scripts, tu vois, pour des pubs, mais c'était surtout des campagnes plutôt web, etc. On a bossé genre avec Greenpeace. On avait fait une campagne qui était cool en mode euh, la joke, c'était euh, des gens qui parlent face cam, qui racontent comment leur ex, ça s'est mal passé avec leur ex, etc. Et en fait, au fur et à mesure, tu comprends que leur ex, c'est le nucléaire. Et en gros, ils disent, ouais, pendant 40 ans, ils jetaient ses déchets de partout, tu vois, des trucs comme ça. Donc, tu Ok. vois, c'était pas non plus la rigolade à mort, mais des petits trucs légers, et on faisait en sorte, tu vois, là, que ça soit pas cringe. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré YouTube et que j'ai pris vraiment le virus, on va dire, de cette plateforme et que j'ai commencé vraiment à m'intéresser. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai monté plusieurs agences, plusieurs podcasts. Et comme tu disais, j'ai monté donc Studio Majorel, puis Yaz après, qui était, en gros, pour l'anecdote, on était le premier, donc avec mon associé Sarah, on était les premiers à faire des podcasts vidéo en France. C'est-à-dire que quand on est arrivé, genre, on nous prenait pour des ovnis, en mode, mais pourquoi vous voulez mettre de la vidéo dans des podcasts? Je ne comprends pas. C'est tous les gens qui géraient le podcast à ce moment-là, enfin, qui étaient les acteurs principaux en France, c'était des Louis Média, enfin, tous les gros noms du podcast. Et il y avait le podcast festival déjà. Donc le podcast avait le vent en poupe, mais c'était des gens de la radio en fait qui a un peu la main mise là-dessus. Et ils voyaient d'un très mauvais œil YouTube et la vidéo, etc. Parce que eux, leur passion, c'est le son, l'expérience sonore, tout ça.
Et donc, nous, quand on voulait rajouter la vidéo, ils ne comprenaient pas. On venait de revenir avec mon associé du Canada, où justement, on avait vu, tu vois, tout cet engouement de gens qui mettaient leur podcast sur YouTube en vidéo, comme Joe Rogan. Moi, j'avais fait le podcast, j'étais invité sur un humoriste québécois qui s'appelle... ah merde, désolé, j'ai un problème pour me rappeler les noms. Mike Ward, voilà, qui a un podcast qui est génial, que je vous conseille si vous arrivez à comprendre l'accent québécois vraiment bien prononcé. euh, Où en gros, chaque semaine, il a avec des humoristes sur scène, ils discutent de plein de choses en vrai. C'est un peu style Joe Rogan, tu vois, mais version québécoise. Et donc j'avais fait son podcast, j'avais vu son studio, il venait de créer son studio. Avant, il faisait sur scène, et là, il avait fait aussi un setup studio. Et en revenant en France, on s'est dit, mais c'est génial d'avoir un studio et tout. Déjà pour nous, on voulait en faire un. Et après, on s'est dit, tiens, on va le louer à des gens. Et donc, on était le premier studio de podcast slash agence qui aide des marques et des créateurs à créer des podcasts. Et puis voilà, on a fait ça pendant quelques temps. Et puis au bout d'un moment, on a switché. On a plus, et là maintenant, aujourd'hui, en gros, je suis plus purement sur le côté conseil YouTube. Et moi, mon ambition surtout, c'est mon projet principal, c'est de lancer mes propres chaînes et d'avoir comme une sorte de groupe avec plusieurs chaînes que je manage, que je gère, pas forcément moi à la tête, enfin visuellement à l'image des différentes chaînes en collaboration avec d'autres créateurs, mais qu'en gros en termes d'ownership où je suis à l'origine et que je peux après valoriser, tu vois, dans une espèce de groupe média, on va dire. Après ça, c'est vraiment le plan très long terme, quoi. Mais en gros, c'est là où je vais. Et en parallèle de ça, plus court terme, j'aide des clients sur leur stratégie YouTube. Donc il n'y a pas que des podcasts, en vrai, c'est même une minorité maintenant. Beaucoup de créateurs qui font un peu tout, en vrai, à tous les univers, de l'humour à business, beaucoup de business, parce que c'est là où il y a le plus d'argent, on va dire. C'est des gens qui arrivent à rentabiliser leur chaîne. Mais là, enfin, ouais, non, il y a des créateurs de tout milieu qui me contactent. Désolé pour la réponse très longue, j'essaie de résumer au maximum 15 ans de vie. Non, mais c'est trop intéressant, super présentation. Aujourd'hui, c'est un épisode qui va être un peu différent de ceux qu'on a déjà fait avec Blas, parce que pour le coup, nous, on n'est vraiment pas spécialisés sur les podcasts, etc. Donc, je pense qu'on va plutôt se mettre dans la peau en fait des viewers qui vont peut-être te poser des questions, tu vois, pour un peu savoir comment est-ce qu'ils doivent se lancer, quelles erreurs ils doivent éviter, etc. Moi, j'ai récolté pas mal de questions aussi que j'ai posées aux gens sur LinkedIn et sur des groupes privés perso. Et du coup, j'aurais aussi pas mal de questions à te poser. Donc c'est très cool. En tout cas, ravi de t'avoir ici dans cet épisode. Avec plaisir. Et du coup, première question, si tu veux, que je peux te poser, c'est pourquoi, selon toi, en 2025 surtout, c'est super important d'avoir un podcast quand on a un business. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est primordial ou pas forcément? Bah, ça dépend comment tu tournes la question. Parce qu'en fait, si tu te dis, enfin, c'est important de créer du contenu de manière générale sur YouTube. D'avoir une chaîne YouTube, je dirais que c'est important. Après, est-ce que c'est un podcast ou pas? Ça dépend de chaque business, de chaque créateur et des forces de chacun, tu vois. Je connais des gens, même niveau business, des CEO, ils sont nuls déjà en termes d'écoute. Enfin, c'est pas qu'ils sont nuls, c'est que c'est pas leur force. Leur force, c'est de parler, c'est de s'exprimer, ouais, de transmettre de l'énergie, etc. Eux, faire des interviews, c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais parfois, tu vois, on parle de podcast, on imagine immédiatement, bah, comme là on fait, vous me posez des questions, je vous réponds, donc le setup, on va dire interview. Mais je crois que vous avez fait d'autres épisodes de ce que vous me disiez avant où vous étiez que tous les deux et c'est plus un format de discussion. Donc ça C'est peut ça. être aussi une, euh, une bonne solution pour quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise à écouter, entre guillemets, les autres. Tu peux faire un podcast tout seul, entre guillemets, où tu racontes, tu déblatères, ou alors tu as quelqu'un qui est hors champ qui te lance sur des questions et qui te fait parler. Et dans ce cas-là, c'est une sorte de podcast, mais c'est pas vraiment la conception classique qu'on a d'un podcast. Euh, En tout cas, plus dans le sens où c'est non scripté, on va dire.
Et voilà, donc ouais, je pense que en tout cas, que c'est important de créer sa chaîne YouTube. Après, est-ce que le format podcast est adapté à toi? Ça dépend de ta personnalité, de ton business aussi. Parfois, tu vois, si tu veux, ça dépend de ta stratégie en fait sur YouTube. Souvent, le Mhm. podcast, ça va être du format long, donc non scripté, donc ça s'adresse quand même à une niche, quoi. Tu vas pas faire des milliards de vues avec un podcast. En tout cas, c'est pas l'attente. L'avantage, c'est que tu crées une proximité avec le peu de gens qui vont te regarder. Tu vas créer une proximité énorme, mais il y a peu de gens. À l'inverse, si tu fais une vidéo plus fast cam, scriptée, avec un titre et une miniature qui a un gros impact, là, tu peux toucher une plus grosse audience, mais effectivement, tu auras là une proximité un peu moindre parce que la durée de ta vidéo est plus courte tout simplement, tu es scripté, donc ça crée un peu... Mhm. Ça crée pas toujours une barrière. Des gens qui sont meilleurs pour connecter avec les gens en script que en, que en podcast. Mais je sais pas, le podcast, le fait que ce soit un peu sans filet comme ça, il y a un truc avec les gens, ils se disent, c'est un peu comme le stand-up, tu sais, où après le stand-up, il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Typiquement, c'est un bon exemple. Le stand-up, tu as l'impression que tout est naturel, tu veux faire croire aux gens que tu es sur scène et que tu improvises pendant 1 heure, alors que tout est écrit, 99% est écrit, et tu mets 1% d'impro par-dessus pour faire passer le- l'impression que tout est improvisé et que les gens, pendant 1 heure, enfin, les gens qui sont un peu. Qui connaissent pas vraiment le stand-up, ils se disent putain, il est trop fort pendant 1 heure et il nous a régalé comme ça en impro. Alors que pas du tout tout est écrit. Donc ça peut être un entre-deux que tu peux trouver dans. C'est parfois aussi le défaut, tu vois, qu'on a sur certains podcasts, je dirais, c'est que trop se reposer sur juste avoir une liste de sujets ou de questions et pas préparer assez ce que tu veux dire. Euh, Parfois, ça peut être aussi une opportunité manquée, tu vois. Je me souviens, là, récemment, on avait fait, tu parlais du podcast avec Oussama. Donc, typiquement, c'était un format podcast, mais hyper préparé. C'est-à-dire, en fait, c'était moitié préparé, moitié. Moi, j'avais tout préparé. Tout ce que je disais était plus ou moins scripté, pas à la virgule, tu vois, mais des bullet points. Et Oussama en face, lui, il était en total impro et il réagissait à ce que je disais, aux questions que je lui posais. Ce qui fait que moi, j'avais de la matière, vu qu'en gros, le sujet, c'était le futur de Dubaï en 2077. Donc, j'étais obligé de préparer, avoir une Ah, c'est minimum sûr. de recherche pour apporter le côté un peu enquête journalistique. Donc, j'avais des datas, j'avais des images à montrer, j'avais préparé des quiz, tu vois, j'avais vraiment structuré le truc à mort et moi, tout ce que je disais, je l'avais préparé. Par contre, lui, il était en impro, donc ça créait un mix intéressant, tu vois. Donc, voilà, c'est réponse longue euh, pour en gros dire, répondre à ta question de est-ce que c'est important? Oui. Après, est-ce que le podcast, ça veut un peu rien dire de lancer un podcast. En gros, c'est ça un peu ma réponse. C'est une question un peu difficile à répondre directement, tu vois. Ce que je trouve Ouais, ouais. intéressant aujourd'hui, si tu voulais rebondir sur quelque chose, Elisa, parce qu'il y a un, Non, non, vas-y, je t'en prie. ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même un effet de mode dans le podcast, en réalité, comme avec tous les formats. On peut voir ça avec le vlogging, avec le storytelling, etc. Toujours un petit peu un effet de mode quelque part. Mais avec le podcast tout particulièrement, notamment parce qu'il y a des entrepreneurs qui n'ont pas forcément quelque chose de différenciant à apporter avec leur format podcast. La plupart, en plus, en tout cas en francophonie, dans le monde business spécifiquement, c'est souvent inspiré de ce que fait Sans Permission, puisque c'est eux qui ont commencé à rafler le game il y a 2-3 ans de ça. Donc, Sans Permission, c'est le podcast de Yomi, Oussama et Antoine Blanco, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un effet de mode là-dedans où on voit des gens, j'ai notamment moi par exemple un client qui est en immobilier, qui récemment a voulu lancer un format podcast autour du monde du développement personnel, du business, etc. Alors que ça n'avait pas forcément d'intérêt business pour lui ou d'intérêt même de personal branding ou quoi, puisque c'était totalement déconnecté entre guillemets de son sujet phare qui est l'immobilier. Et du coup, je me demande dans tout ça, est-ce que selon toi, même selon vous, parce que la discussion on peut l'avoir à trois, euh, est-ce que c'est un simple effet de mode ou est-ce qu'il y a vraiment une sorte de solidité derrière ce format podcast? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour durer dans le temps? Ou est-ce que simplement aujourd'hui c'est la tendance, donc tout le monde le fait, et ça risque de s'essouffler d'ici à quelques mois, quelques années, lorsque la tendance sera passée? Je vais pas donner une réponse noire ou blanche, tu vois. Je pense qu'il Bien y a sûr. un peu de vrai, un peu de faux. Je dirais que dans le vrai,
sur le fait que ce soit un peu une tendance éphémère, c'est que un podcast, ça paraît facile. C'est comme le stand-up. Quand tu vois un humoriste sur scène, tu te dis, tiens, ça a l'air simple, vas-y, je vais me lancer dans le stand-up. Donc, il y a énormément d'humoristes qui démarrent. Après, monter sur scène et se confronter à voir des gens qui te regardent et qui ne rigolent pas à tes blagues, déjà, ça écrème pas mal de gens. Bah, dans le podcast, c'est pareil. Tu as énormément de gens qui se disent, ah, c'est facile, il suffit de louer un studio ou de lancer comme ça une visio et on va faire notre podcast. Puis ils publient et pareil, là, c'est un peu moins dur que le stand-up parce qu'ils sont pas devant toi, mais pareil, tu as 0 vue ou très peu de vues. Et au bout de 10 épisodes, tu te dis, si tu arrives déjà à tenir 10 épisodes, c'est génial. Au bout de 10 épisodes, tu abandonnes gentiment. Surtout si tu as un business et que voilà, tu as engagé des frais, etc. Euh, donc c'est un peu le défaut de la qualité, c'est que ça paraît simple, mais en fait, je pense qu'il y a deux manières de réussir dans le podcast. C'est soit tu as la brute force en mode Joe Rogan où tu fais 3 millions d'épisodes et au bout du millième, tu commences à avoir une audience et petit à petit, tu deviens leader de ton marché. Soit comme Yomi et Oussama et Antoine Blanco, tu as une stratégie claire, tu t'investis dans déjà le studio, dans la stratégie et aussi dans avoir finalement une formule qui marche avec des gens qui ont déjà une, une réputation qui fait que tout de suite, il y a un intérêt de ton podcast, tu as accès à un réseau qui te permet d'inviter des gens connus, etc. Qui fait que petit à petit, tu vas pouvoir grossir, mais ça va quand même demander de faire pas mal d'épisodes. C'est ça, Donc le nombre de podcasts qu'on a vu émerger et qui ont très rapidement arrêté de tourner les épisodes, on se rend pas compte, mais c'est vrai que les podcasts, c'est quand même très dur à tenir sur le long terme. Déjà, ça coûte beaucoup d'argent et puis il faut avoir aussi le réseau, comme tu le disais très bien, et le temps, etc. Donc c'est vrai que lancer un podcast, en vrai, moi, je pense pas que ce soit trop un effet de mode. Je pense plutôt que les gens se rendent compte de tous les avantages qu'on peut avoir du coup grâce à un podcast, notamment le fait que bah tu vois on peut montrer sa crédibilité, son expertise, etc. via des discussions qui sont parfois plus profondes que sur des vidéos qui sont scriptées. Et aussi du coup bah, le podcast ça permet ensuite de découper en format short, etc. Et pouvoir du coup propulser tout ça sur les autres réseaux sociaux aussi. Donc évidemment je pense quand même il y a un petit effet de mode, mais je pense que c'est pas le principal, enfin c'est pas la raison principale qui fait que les gens se lancent. Je pense surtout que les gens comprennent du coup l'intérêt d'avoir un podcast, du coup et de pouvoir capitaliser là-dessus ouais. pour bah, sa crédibilité et puis aussi bah, sa visibilité sur les réseaux sociaux, quoi. C'est un très bon point. Et pour le coup, si je devais conseiller une personne qui part de ce postulat-là, je dirais, dans ce cas-là, fais des podcasts, mais fais-toi inviter sur des podcasts. Tu n'as pas besoin de Ouais, créer une chaîne, de ouais c'est t'embêter vrai. à gérer tout le truc. Fais comme moi, fais-toi inviter par Elisa et Blas. Ça va te prendre 2 heures de ton temps. Pourquoi pas investir dans une personne RP qui va pour toi créer un dossier de presse, qui présente un peu ton expertise et qui va démarcher tous les podcasts de France et de Navarre pour te proposer en tant qu'invité. Et, euh, et en fait, si tu arrives à faire, je sais pas moi, 3-4 apparitions tous les 6 mois, en vrai, tu vas avoir un impact similaire, si ce n'est peut-être supérieur à ce que tu peux avoir en créant ton propre podcast. En tout cas, si tu pars du principe que tu es un bon guest et que tu as des choses, tu as une expertise à partager, c'est plus smart de faire ça que c'est un meilleur investissement de ton temps et ton argent que toi de créer un podcast de zéro. Où là, je le conseillerais plus à quelqu'un qui a, au contraire, qui démarre, qui n'a pas d'expertise à partager et qui a envie d'apprendre. Là, je trouve que c'est une belle raison de faire un podcast. Tu sais que tu vas pas forcément faire des vues, mais tu as l'envie d'apprendre de gens qui sont plus qualifiés que toi et d'avoir une raison, entre guillemets, de les inviter. Ça peut être un outil aussi pour créer ton réseau. Là, je trouve que ça, c'est la meilleure raison pour laquelle faire un podcast. Et c'est en général toujours moi la raison pour laquelle j'ai fait des podcasts. Et que j'ai abandonné, entre guillemets, au moment où, ça y est, en fait, mon réseau, il est à peu près au niveau que. Enfin, j'ai interrogé les gens que je voulais par rapport à la problématique que j'avais. Et entre guillemets, j'ai plus rien à apprendre des gens que je pourrais inviter sur le podcast. Dans ce cas-là, ça a plus de sens. Et je trouve qu'en plus, même en tant que spectateur, c'est génial de voir
quelqu'un qui est vraiment dans la place de l'élève et qui écoute, qui pose des questions, qui est curieux d'apprendre d'autres d'autres personnes qui ont plus d'expérience que lui. Donc je le verrais plus d'un point de vue business, dans le sens tu démarres et tu veux te faire un réseau et apprendre, que d'un point de vue business, rentabilité, je veux convertir mes viewers en clients. Ouais, parce Ah, c'est qu'après, super je, je pertinent. suis, je suis assez d'accord avec toi, mais le truc, c'est que si tu mises sur le fait d'être invité dans d'autres podcasts, tu dépends de fait des gens qui veulent bien t'accepter, même si, évidemment, à partir du moment où tu as un réseau, une expertise, une crédibilité, je pense quand même que la majorité des gens ne te disent pas forcément non, mais tu dépends quand même de leur bon vouloir. Donc, tu peux pas non plus totalement choisir ta fréquence de publication, etc. Et indépendamment de ça, il y a aussi le point de tu peux pas organiser le podcast exactement comme tu le veux. Et je sais pas à quel point ça peut être frustrant pour les entrepreneurs qui veulent eux-mêmes lancer un podcast ou élargir leur visibilité et la proximité avec leur public via des podcasts. Mais peut-être que pour certains, ça peut être frustrant de se dire, bah, ok, je suis invité sur les podcasts d'autres personnes, je gagne en visibilité, etc. Mais l'inconvénient, c'est que je peux pas choisir bah, quelles sont les questions qui vont être posées, quels sont les thèmes qui vont être traités, tu vois. Il a toujours un petit peu de contrôle puisque c'est un invité et bon, bah, comme voilà, il fait partie du podcast, donc il a quand même un petit peu de contrôle là-dessus, mais beaucoup moins que s'il crée lui-même son Ouais. propre podcast, tu vois. Ça, je dirais, c'est le taf du RP, tu vois. Ouais. Comment t'appelles ça? Le responsable presse, c'est ça? C'est de te faire un bon dossier pour que, en fait, quand il te présente à des podcasts ou même à des médias, etc., en fait, les gens, ils savent exactement de quoi tu as envie de parler et Mhm. ils t'interrogent pas sur tout et n'importe quoi. Et entre guillemets, elle refuse aussi, la personne qui gère tes relations presse, elle refuse les interviews, elle sent que ça va pas aller dans un sens qui va te servir, etc. Mais après, je suis d'accord avec toi que, tu vois, là, vous m'avez invité, je n'ai pas forcément eu les questions en avance, etc., parce que je vous connaissais, je vous fais confiance. Et surtout, je ne l'ai pas vraiment fait en mode, j'ai besoin que ça me ramène spécifiquement certains types de clients, ou etc. C'était pas vraiment une stratégie, c'était plus parce que on se connaît, que voilà, ça me plaisait de participer avec vous et de parler YouTube de manière générale. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas aussi simple. Mais dans ce cas-là, en fait, si tu as une expertise qui est vraiment forte, en général, tu vas pas dépendre. Enfin, ok, tu vas dépendre des gens, mais a priori, si tu es vraiment l'expert de ton domaine, soit ça va être facile d'être invité parce que bah, voilà, les gens savent que tu as. Enfin, c'est facile de prouver que tu as cette expertise et dans ce cas-là, pourquoi ils refuseraient de t'inviter? Ou alors, si t'arrives pas à avoir facilement des invites, bah, dans ce cas-là, tu fais tes propres vidéos et t'as pas forcément besoin d'inviter des gens dessus. Ça peut être un podcast où tu es tout seul, mais ça peut être aussi des formats face cam. Enfin, je vois pas en fait forcément l'intérêt si toi tu as une expertise, d'inviter des gens pour te parler en fait. C'est si toi tu as envie de parler, parle en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois tout à fait, ouais, très pertinent. Carrément aligné avec ça. Non, mais c'est trop cool. C'est vrai que moi, tu vois, je pensais pas forcément à, tu sais, utiliser un ou une RP du coup pour aller démarcher, etc. et se faire inviter. Et c'est vrai que c'est super pertinent comme approche aussi. Ouais. Donc Je ça, peux c'est vous super recommander des gens intéressant. si ça vous intéresse, qui sont très bons là-dedans. C'est super intéressant. Bah, typiquement, c'est peut-être une question, tu vois, que les viewers vont se poser. Passer par quelqu'un du coup comme ça coûte combien en moyenne? Et qu'est-ce qu'elle fait du coup exactement pour toi, cette Alors, personne? bah, c'est comme un commercial, tu vois, mais Ouais. dans le domaine de la presse et des médias et des podcasts, quoi. C'est juste une personne qui va sur LinkedIn, Instagram et qui envoie des messages à ta place et qui démarche. L'avantage, c'est que ça fait plus pro, dans le sens où quand c'est toi-même Ouais. qui demande, si tu connais pas la personne, ça fait un peu, ça casse un peu le côté expert, tu vois, parce que tu es un peu dans la position du demandeur qui quémande sa place sur un podcast, alors que si tu passes par une RP, bizarrement, ça passe. Euh, et après, l'autre avantage, c'est que bah, ça te prend moins de temps et aussi la personne en général, elle a un réseau. C'est souvent ça, moi, que je conseille quand Ouais. les gens cherchent un RP. Bah, c'est prends en fait une RP qui a exactement le réseau que tu veux. Et en fait, ça va lui prendre. Ok, ça va peut-être te coûter cher parce qu'elle valorise en fait son prix en général en fonction de son réseau. Ça va peut-être te coûter cher pour le temps que la personne elle y passe, tu vois. Mais en vrai, peut-être en quelques heures, elle va passer les bons coups de fil et tu auras tes interviews. C'est jamais une question forcément de temps homme pour les RP. Je dirais que c'est plus une question de. Bah, c'est comme un commercial en fait, tu vois. Tu peux choisir un commercial où
tu te dis, bah voilà, je te donne, je te paye à l'heure ou au pourcentage de vente que tu fais. Mais en vrai, les meilleurs commerciaux, c'est en fait, tu sais que tu vas le payer très cher parce que il a tellement de réseaux que ton produit, en fait, en 3-4 coups de fil, il sait exactement qui appeler, il a déjà les contacts, on lui fait Ouais, c'est déjà trop bien. confiance. Et c'est ça les meilleurs commerciaux pour moi. Tu vois, c'est t'achètes un réseau, t'achètes pas une compétence de vente réellement, tu vois, parce que c'est, enfin, tu vois, peut-être créer ton dossier RP bien, etc. Mais maintenant, en vrai, avec le chat GPT, Canva, tu peux faire des trucs pro sans avoir besoin d'un RP. Mais je dirais c'est plus ça, c'est gain de temps grâce au fait que bah, tu délègues ce truc-là à quelqu'un d'autre, que la personne elle a déjà le réseau et qu'en plus de ça, ça casse pas ton image de pro parce que c'est quelqu'un qui le fait pour toi, c'est le côté un peu assistant et donc ça te crédibilise. Ouais. Ouais, c'est clair, non mais c'est super pertinent. Ok, et donc là, imaginons, tu vois, là j'ai envie de lancer un podcast, bon bah autre que celui-ci, hein, mais là je vais me lancer dans un podcast, etc. Toi, tu conseilles par exemple quelle fréquence de podcast est-ce qu'il faut poster, par exemple une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, une fois par mois même, ou qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, ça dépend, du coup ce serait pour un podcast YouTube. Ouais, Bah, sur YouTube, je pense que Blas sera d'accord avec moi, hein. Il n'y a pas vraiment de fréquence, c'est plus Euh, en fait, c'est la question, c'est à quelle fréquence tu peux faire du contenu qualitatif. C'est juste ça la question. Mais la plateforme n'exige pas de toi que tu publies à une certaine fréquence, ou ne va pas te favoriser si tu publies à une certaine fréquence. Elle va te favoriser si tu fais du contenu plus qualitatif. Donc, si en daily, tu arrives à faire plus qualitatif que en weekly ou en quarterly, bah go, tu vois. Ou tout aussi bien, bah go. C'est sûr que si tu fais autant de vues chaque semaine, enfin avec un épisode par semaine qu'avec un épisode par mois et que ça te coûte, enfin que c'est gérable pour toi, bah ouais, c'est génial. Tu vas multiplier par 4 tous les mois le chiffre que tu aurais pu faire en termes de vues globales. Donc, why not? Mais en tout cas, la plateforme ne va pas te favoriser parce que tu publies plus. C'est juste que si tu te forces à publier plus parce que tu te dis il faut être régulier, blablabla, mais que du coup tu sors des épisodes un peu à l'arrache, sans avoir préparé où le résultat est moyen, bah voilà, ça sert un peu à rien, quoi. Ouais, complètement ouais, bien d'accord. sûr. Pour moi, la meilleure fréquence, c'est celle à laquelle on peut délivrer de la qualité. Enfin, c'est la fréquence qu'on peut tenir sans rogner sur la qualité, en fait. C'est ça. Voilà. Ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, totalement d'accord avec vous, hein. Vraiment, de toute façon, bah, c'est comme pour les vidéos YouTube, hein, donc Du coup, c'est complètement quoi toi d'accord. ta Ça, c'est une question fréquence, Elisa, pour ce podcast? de Pour ce podcast. Bah, podcast. nous, je pense que ça va être une toutes les 2 semaines, un épisode toutes les 2 semaines. Donc on va essayer de s'y tenir, de livrer un max de qualité, du coup, Et là, vous avec Blas. avez tourné combien d'épisodes pour l'instant? On en a tourné trois et c'est le quatrième, là. Ok. Et donc à chaque fois avec un invité ou pas forcément? Non, bah, t'es le premier invité, là, qu'on Bien invite. Ok, invité, cool. ouais. Ouais, bah, Donc après c'est... ça peut être un sujet aussi, mais invité ou pas invité, tu vois, ça tu l'as peut-être prévu dans tes, Ouais. dans tes Mais sujets, vas-y, je t'en prie. mais quand Blas m'avait proposé l'invitation, je lui ai tout de suite dit, bah, écoute, c'est bien, moi ravi d'être invité et tout, mais c'est peut-être pas le meilleur move pour un podcast sur YouTube parce que bah, de la même manière que Blas, tu disais tout à l'heure que tu es dépendant quand tu veux te faire inviter sur des podcasts, tu es dépendant des gens qui t'invitent. Bah, à l'inverse, quand tu crées ton podcast et que c'est basé que sur des interviews, bah, tu es dépendant des gens qui acceptent déjà les interviews. Mhm. Donc tu peux ne pas arriver à tenir ton rythme si les gens refusent de venir sur ton podcast ou t'annules à la dernière minute, ce qui arrive très souvent. Euh, et, euh, et au-delà de ça, t'es dépendant, même tes vues sont dépendantes du niveau de l'invité, de sa réputation. Parce que s'il y a une grosse communauté, tu vas avoir tous les gens qui le connaissent qui viennent sur ton podcast. Donc tu vas être content. Mais si l'épisode d'après, tu as quelqu'un de très pertinent, mais qui n'est pas connu du tout, ben, d'un coup, tous les gens qui étaient venus pour le premier invité, ils vont pas regarder la vidéo suivante et tu vas te retrouver avec ce qu'on appelle une ghost channel où en gros, tu as peut-être 10 000 viewers ou 10 000 abonnés,
mais sur les 10 000, D'accord. en fait, tu n'as que 100 personnes qui regardent chaque vidéo, parce qu'à chaque fois, en fait, tu as créé une nouvelle audience à chaque vidéo qui était là pour un invité, qui n'était pas là pour le reste des épisodes. Et donc, la solution, c'est ce que vous avez fait finalement, de se faire un plus gros ratio d'épisodes où c'est juste toujours les mêmes guests, il n'y a pas d'invités, et le cœur en fait du podcast, c'est juste vous qui parlez, les gens viennent pour ça. Et en fait, pourquoi pas de temps en temps avoir un invité en plus pour voilà, aider un peu, mais sans que ce soit sans que la chaîne YouTube dépende des invités à chaque fois. Ou alors l'autre solution aussi que j'ai vue, c'est d'inviter des gens tout le temps, des gens pas connus, ou alors, en tout cas, on va dire 4 fois sur 5, inviter des gens pas connus, où en fait le sujet de l'épisode, c'est leur expertise, c'est le scoop un peu qu'ils apportent. C'est ce que Diary of a CEO fait Ouais, pas mal. En fait, trop ses bien. meilleurs podcasts. Et Legend a copié au final. Enfin, je sais pas s'il a copié dans le sens voilà, négatif du terme, mais plus il a réussi le même exploit de ses meilleurs épisodes. En fait, c'est un médecin légiste pas connu qui Mhm. raconte des trucs hyper glauques sur comment les corps sont gérés à la morgue, ou les pires histoires qu'il a entendues. Et les gens adorent. Et au final, les gens viennent pour Legend, ils viennent pas pour Jamel Debbouze ou Soprano, quoi. Donc j'en parlais hier à une grosse créatrice YouTube, en tout cas à son agent, qui a une grosse chaîne à plus de 4 millions d'abonnés, je crois, 3-4 millions, et qui a commencé à faire des interviews, sur un nouveau format d'interview. Et je lui dis, bah attention, tu t'exposes à un risque où, ok, même si tu as Cyprien sur ta prochaine vidéo, déjà, c'est pas sûr que ça va faire des vues, parce que l'algorithme comprend pas forcément que c'est cette audience qu'il faut viser, ou alors ça va prendre du temps. Et en plus de ça, bah, à chaque épisode, tu vas être en flip de savoir combien de vues ça va faire par rapport à ton invité. Tu vas stresser parce que si tu n'as pas des Ouais, invités c'est assez ça. connus à chaque fois, tu vas. Truc. Donc voilà, je dirais que la meilleure solution, c'est soit tu fais que toi, soit tu as des gens pas connus. Je crois qu'il y a une chaîne aussi que j'adore, c'est Anthony Padilla, c'est un créateur US. Et il invitait des gens un peu, de temps en temps, des gens connus, mais la plupart du temps, des gens pas connus, genre qui avaient, genre par exemple, une meuf qui avait un syndrome de différenciation de personnalité, un truc comme ça, Ah ou ouais. tu vois, des gens un peu marginaux où t'es tout, dès la miniature, en fait, t'es étonné, t'as envie de savoir d'où ça vient, tu vois. Ok. Ouais, c'est super intéressant. Désolé, j'ai anticipé sur la question d'après. Non, non, mais t'inquiète, franchement, chill, t'inquiète, pas de souci. Blas, tu veux peut-être poser une question ou je continue? Tu peux continuer, moi il y a un point que je voudrais voir après, mais ça viendra naturellement. Vas-y. Ok, ça marche. Du coup, bah, toi, avec ton expérience, tu vois, podcast, etc., que tu as jusqu'à maintenant, est-ce que tu dirais qu'il y a peut-être trois erreurs principales que les gens font quand ils veulent se lancer sur un podcast? Peut-être pas trois, mais est-ce qu'il y a des erreurs que toi, tu as remarquées et que tu déconseilles fortement de faire? Ouais, il y en a beaucoup. On va partir du principe que, bah déjà, j'en ai donné pas mal. On va dire, pour moi, Ouais. c'est les plus graves que j'ai déjà citées. Maintenant, des petites erreurs de gens qui démarrent, il y en a pas mal. Euh, une qui m'a vraiment étonné, c'est les gens bah, c'est comme le stand-up, tu vois, n'anticipe pas à quel point c'est stressant, en fait, de faire un podcast, surtout quand tu fais en vidéo, dans un Ouais. studio, etc. J'ai vu des gens qui démarraient un podcast, qui n'arrivaient même pas à sortir un mot dans leur intro en tant que host, parce que en fait, ils n'ont pas anticipé à quel point ça allait les stresser d'avoir les caméras, le régisseur, les lumières et tout. Euh, donc déjà être à l'aise là-dessus, d'avoir déjà fait des vidéos, des conférences. Ok, c'est bien peut-être pour démarrer le podcast, mais en tout cas être au courant que voilà, ça va peut-être être stressant, et que peut-être pas, n'invite peut-être pas Oussama Hamar sur ton premier épisode. Commence tranquille avec dans ta cuisine avec ta tante et voilà, petit à petit. Même pour des fois des gens qui ont l'habitude de prendre la parole, etc. Enfin voilà. L'addiction parfois va pas être au rendez-vous, etc. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus étonné pour avoir fait avoir vu des centaines et centaines de personnes faire leur premier épisode.
de podcast, ou parfois être invité sur un podcast pour démarrer, ça peut être mieux que de toi lancer ton podcast, etc. Euh, des gens qui... une autre erreur, je dirais aussi de euh, trop préparer, tu vois, d'arriver avec trop de questions, de pas être dans l'écoute active, tu vois. Mhm. Surtout quand tu fais une interview, je parle. Mais c'est valable aussi quand tu fais une discussion. D'arriver en fait avec ton... T'es Ouais, les petites le notes bon bien élève, voilà, tu as cadrées. préparé toutes tes notes, tout est millimétré. Et en fait, première question, ton invité, il part complètement à l'opposé. Et en fait, tu casses Ouais. sa lancée en allant sur une autre question. Et tu vois, je vois ça un peu comme un surfeur, tu vois. Euh, si tu veux être un bon intervieweur, faut savoir prendre les vagues et les suivre, tu vois. Pas Ouais, bien sûr. renager à chaque fois de zéro et attendre qu'une autre vague arrive. Et souvent, moi, les podcasts qui me saoulent, c'est quand le gars, il n'est pas à l'écoute. Et en fait, il pose une question et l'invité répond et il va pas creuser. Parce qu'en fait, souvent, ton Mhm. invité, quand tu poses une question, il va te donner une réponse de surface. Et ensuite, si tu creuses, il va te donner une réponse plus intéressante. Et si tu continues à creuser, il va te donner une réponse encore plus intéressante. Et ça va avec le point numéro 3 d'erreur qui est de ne pas préparer ton titre et ta thumbnail de podcast. Surtout si tu veux publier sur YouTube. Parce qu'en fait, la force de faire ça, c'est que ça va aussi te guider tes questions. En fait, il faut que tes Ouais, c'est questions clair. émanent de ton titre et ta thumbnail. Si tu te dis, OK, admettons, c'est une interview avec un invité qui s'appelle Momoran et qui est YouTube stratégiste. Tu te dis, OK, c'est quoi? Qu'est-ce qui va faire cliquer les gens sur Mo au-delà de sa tête sympa et voilà, qu'est-ce qu'il a à dire qui va faire cliquer les gens? Euh, Parfois, ça peut être de préparer l'interview avec la personne, tu vois, de faire un call et de lui demander, déjà de lui poser des questions un peu de surface pour essayer de trouver c'est quoi le truc important qui va faire cliquer les gens. Et une fois que tu l'as, tu fais ta thumbnail, tu fais ton titre, tu la testes sur Mhm. Investors Kitchen. Et une fois que tu es satisfait du résultat, là, tu écris pas tes questions, je dirais même, mais ta question en fait. Limite, tu as besoin d'une seule question pour démarrer ton podcast. Et après, tout le reste, tu fais en impro où tu continues à creuser sur la même question pour délivrer sur la promesse qui a été faite dans le titre et la thumbnail. Pour donner un exemple précis, admettons, là, ton titre et ta thumbnail, je sais pas, c'est les erreurs principales d'un podcast quand tu crées un podcast, à ne surtout pas faire quand tu crées un podcast, par exemple, bah, tu vois, déjà, tu peux faire 1 heure là-dessus, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir 15 sujets. Juste si tu creuses, tu vois, genre là, par exemple, tu vois, je t'ai donné des exemples d'erreurs. Tiens, est-ce que tu n'as pas des anecdotes là-dessus? Raconte-nous, tu vois, pour que tu crées une image plus vivide dans la tête des gens de à quoi ça ressemble cette erreur concrètement, quand est-ce que tu l'as vue. Euh, Après, au-delà des exemples, ça peut être une mise en abîme, entre guillemets, dans le sens Mhm. un peu comme là je fais, tu vois, de raconter, faire un truc un peu méta. Enfin bref, tu peux toujours creuser, 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 et je trouve que ça donne des meilleurs épisodes quand tu n'as qu'une seule ou max deux, trois axes euh, principaux sur ton épisode, quitte à faire parfois des épisodes plus courts, ou séparer, de réinviter la même personne pour un autre sujet, tu vois euh, et donc faire un épisode plus court, mais au moins où ça va dans un sens, Ouais, que bien de sûr. faire le florilège de toutes les questions possibles avec l'invité. Ça dure 5 heures. Et au final, c'est très dur de faire une thumbnail qui va faire cliquer. Et en fait, tout repose sur euh, le... soit si l'invité il est connu, soit si toi, ta communauté est déjà grosse, mais du coup, tu capitalises pas sur ce que la personne réellement a à dire, tu vois. C'est très intéressant, il y a énormément de matière, plein de points sur lesquels je vais rebondir. Euh, mais il y en a un sur lequel je vais revenir précisément, c'est celui du packaging. Je suis absolument aligné Ah, avec toi. j'allais poser la même question. Je pense on verra si c'est la même question, mais c'est peut-être le sujet qui m'a le plus trigger. Parce que oui, c'est ultra intéressant et a priori, je suis extrêmement aligné avec ça. Sachant qu'encore une fois, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le podcast. La seule grosse XP que j'ai, c'est d'avoir bossé plusieurs mois avec le podcast Sans Permission pour la partie titre Minia. Mais nous, tu vois, quand on était chez Sans Permission, je sais pas trop comment ils font aujourd'hui. Enfin, je regarde. Peut-être qu'ils procèdent un peu de la même façon. Mais on s'était en partie inspiré un peu de la technique de The Diary of a CEO, qu'ils n'utilisent pas en permanence et qui a d'ailleurs peut-être changé entre-temps.
mais c'était de mettre donc une miniature avec l'invité et soit plusieurs termes ou une sorte de grande idée qui définit un petit peu ce qui était dit dans le podcast, ou alors une citation choc. Et dans le titre, donc évidemment toujours relié à ce qui est mis sur la miniature, logique, mettre dans le titre une citation de l'invité. Et c'est ce qu'on a fait chez Sans Permission. Ça a très bien fonctionné pour certains épisodes. Encore une fois, il y a plein de paramètres qui entrent en compte. L'invité, c'est extrêmement important, évidemment. Donc, je ne peux pas dire que le succès n'est dû qu'au titre ou au Minia. Mais c'est une technique qui fonctionnait bien. Nous, on prenait, tu vois, moi, quand j'étais chez Sans Permission, par exemple, je regardais le podcast en entier, donc 2 heures, 2 heures et demie, je sais pas. Je prenais note de toutes les citations qui étaient ultra intéressantes que l'invité avait pu sortir. Je les reformulais ensuite pour que ça puisse mieux passer en titre sans non plus déformer l'idée originale. Et on mettait ça ensuite dans un titre avec une appellation, tu vois. Donc, si je sais pas, si le créateur, enfin l'invité était connu, on mettait son nom ou son surnom habituel avec la citation derrière. Si c'était une personne qui n'était pas connue, ben, on trouvait un subterfuge pour donner de la crédibilité. J'ai un expert en négociation, ce genre de choses, tu vois, Mhm. avec la citation derrière. Et ça fonctionnait plutôt bien. Donc évidemment, encore une fois, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte qui peuvent expliquer le succès de ces épisodes-là. Et c'est pas parce que ça fonctionne bien sur plusieurs épisodes que c'est la meilleure façon de procéder. Mais qu'est-ce que tu penses de cette approche? Est-ce que toi, tu Ouais, l'éviterais à tout prix ou tu penses qu'elle non, est... non. En fait, c'est une approche qui est bien quand t'as pas le choix. Alors, toi, tu étais à la place où l'épisode était déjà tourné, donc il fallait trouver la meilleure, on va dire la moins pire manière de Mhm. marketer, de packager le- l'épisode. l'épisode? Donc, effectivement, c'est génial. Euh, c'est exactement ce qu'il faut faire. Par contre, si tu as l'opportunité de préparer avant avec ton RP l'interview, de trouver un sujet qui va vraiment faire cliquer Enfin, tu vois, c'est juste une question de t'élargir. Tu as plus de choix, en fait, quand c'est avant l'interview, parce que les choix sont illimités, littéralement. Donc, c'est juste mathématique, entre guillemets. Tu vois, tu pars de... T'as 10 millions de possibilités versus, bah, une fois que l'épisode est tourné, tu es limité par les sujets qui ont été évoqués. Donc, si tu as eu la chance d'avoir le meilleur sujet possible qui a été évoqué pendant l'interview, bah, génial. Si c'est pas le cas, t'es un peu passé à côté d'une opportunité, à l'exception de, je dirais, les, les épisodes où c'est vraiment quelqu'un de très connu qui n'a pas fait beaucoup d'interviews et en fait il raconte son parcours qu'on n'a jamais entendu avant. Et en fait là, tu peux mettre ce que tu veux, enfin, tu peux tirer ton titre ou ta miniature dans tous les sens. En vrai, les gens ils vont juste cliquer parce qu'il y a la tête de quelqu'un de connu qui raconte son histoire. Donc tu mets l'histoire de un tel, en vrai ça suffit. Enfin, tu vois, tu peux essayer d'être un peu plus aguicheur, mais grosso modo, je pense que le 80-20, ça va être juste déjà de mettre la tête de la personne et les gens viennent pour ça et la personne elle raconte son parcours et fin du game, tu vois. Après, c'est différent quand tu as des gens qui sont experts et trucs. Là, tu peux aller plus dans le détail euh, ou quand tu as des scoops de gens connus ou pas qui racontent un truc qui n'a jamais été dit avant. Dans ce cas-là, c'est intéressant de le mettre. Enfin, c'est vraiment de la technique journalistique, tu vois. Mais voilà, pour répondre à ta question, je trouve que c'est une approche enfin, c'est l'approche la plus pertinente dans le cas où tu n'as pas pu préparer avant. Après, je te dis ça, c'est le truc théorique. Moi, j'ai réussi à le faire, moi, personnellement, pour certains podcasts, mais je crois que j'ai jamais encore vu de client qui, a, qui avait la présence d'esprit de faire ça à Mhm. ce niveau-là, parce que c'est pas évident, en fait, ça prend beaucoup de temps. Donc, Mm. je dirais que ça, c'est si tu veux avoir le meilleur épisode possible, c'est comme ça qu'il faut faire. Après, c'est peut-être pas efficient, c'est pas le plus efficient. Parfois, tu vas peut-être faire une pré-interview et en fait te rendre compte que l'invité, il a pas grand-chose d'intéressant à dire et dans ce cas-là, ça peut même te permettre de pas faire l'épisode du tout, tu vois. Et un autre truc que j'aime bien aussi, c'est de se dire, tiens, c'est quoi les sujets que je vais évoquer? Et qui sont les gens les plus impertinents pour ce sujet-là? Plutôt que de se dire qui je veux inviter et après de quoi ils vont parler, tu vois. Et même pour un invité, je trouve que c'est plus valorisant de l'approcher en mode soit, ok, on veut te faire une interview, tu racontes ton histoire, ok. Ou alors, si c'est un expert, vraiment, bah écoute, nous, le sujet de l'épisode, c'est euh, euh, les podcasts, c'est quoi les erreurs à ne pas faire. On a trouvé que tu étais la personne la plus pertinente sur le marché français pour parler de ça. Est-ce que ça te dit d'accepter l'interview? Je trouve ça hyper valorisant plutôt que, Mhm. hey, ça te dirait de faire un podcast, on verra de quoi on parle plus tard. Non, non, c'est clair.
C'est clair. Et moi, du coup, juste pour rebondir sur la question packaging, parce que du coup, ma question était un peu différente de celle de Blas. Moi, c'est plus concernant les miniatures. Tu sais, on avait vu pas mal enfin, une trend, tu sais, de mettre trois mots principaux, tu vois, des trois principaux sujets qui étaient évoqués dans le podcast. Est-ce que pour toi, c'est mieux de faire une miniature comme celle-ci? Bon, moi, j'ai un petit peu mon avis sur le sujet. Ou est-ce que c'est mieux, tu sais, de mettre une photo de l'invité avec une citation d'un truc un peu choc qu'il a dite? Est-ce que pour toi, il y a Non, il n'y a pas de une mieux, je meilleure dirais que c'est au solution? cas par cas. Ouais. Ouais, je pense que ça dépend de ton épisode, en vrai. Si ton épisode, il n'y a pas un sujet qui se détache, qui fait plus cliquer que d'autres, ou que c'est juste l'invité qui est connu, comme je disais tout à l'heure, bah, en vrai, la tête de l'invité suffit. Si tu mets des mots-clés en plus qui peut-être choquent un peu par rapport à la tête de l'invité, ça peut être bien. Mais je dirais pas qu'il y a une solution qui est meilleure que l'autre. Il faut tester les deux et voir ce qui fait le plus cliquer à chaque fois. Et je dirais la vraie réponse, c'est de tester avant, Ouais. soit avant de publier, soit il y en a même qui font des Facebook ads ou des trucs comme ça pour tester les titres, les médias avant. YouTube ads aussi. Et le jour de la publication, mettre en A/B test ou utiliser des outils comme Thumbnail Test qui peuvent te permettre Mhm. même de tester les titres. Et voilà, en vrai. Mais je, mais je pense que c'est de l'optimisation, c'est pas vraiment de la stratégie. Dans le sens où le 80-20, c'est déjà bah, tu vois, déjà de préparer la minia, de faire une minia intéressante. Mais ça va pas révolutionner ta stratégie de Ah ouais, passer de l'un à l'autre, entre guillemets, c'est ça que je veux dire. Mais ça ouais, peut bien sûr. optimiser peut-être 10, 20, 30% de viewers en plus, quoi. Je sais pas ce que C'est tu quand en même penses, pas ça, mal. Blas. Est-ce que tu penses que ça peut être game changer de passer de l'un à l'autre ou... J'ai l'impression que c'est vraiment tu vois, c'est du détail quand même. Euh, je pense que c'est du détail, mais euh, c'est clairement pas le 80-20 à mon avis. Maintenant, je sais que ça peut quand même avoir un impact parce que imagine, et j'ai pas fait assez de tests pour vraiment savoir si ça avait un impact significatif, mais on fait le constat quand même que ces derniers mois, ces dernières années, surtout dans le monde business et dans les podcasts business, il y en a de plus en plus. Peut-être que ça se calme un peu aujourd'hui, je regarde pas trop, mais en tout cas, il y a encore quelques mois, je voyais énormément de miniatures de podcasts business avec les trois mots, toujours les Mhm. mêmes, c'était vraiment repris de sans permission. Et on voyait que ça. Et je pense qu'à ce moment-là, quelqu'un qui serait arrivé avec un podcast, à condition encore une fois aussi que les paramètres de base, les fondamentaux soient réunis, c'est-à-dire un invité connu ou alors un invité qui a un parcours fou ou les deux, une bonne idée, un bon sujet, etc., quelque chose de clair et facile à comprendre. À partir de ce moment-là, je pense quand même que ça aurait pu être intéressant d'avoir une miniature qui est à contre-courant de ce qu'on voit habituellement, avec par exemple la photo de l'invité et une citation à côté, puisque ça casse un peu la dynamique qu'on a l'habitude de voir et ça peut de fait peut-être attirer un petit peu plus l'attention. Maintenant, bon, encore une fois, il faudrait voir à quel point ça peut avoir un impact significatif. Et en plus de ça, il y a quelque chose aussi auquel on pense pas forcément. Je suis curieux d'avoir votre avis sur la question, mais on envisage souvent soit le packaging avec les trois mots au milieu, soit un packaging avec, enfin une miniature en tout cas, avec l'invité et à côté une citation choc. Mais en fait, il y a aussi d'autres possibilités. Est-ce que ce serait pas pertinent d'imaginer qu'on peut, je sais pas, faire une miniature un petit peu type storytelling, type vidéo storytelling, ou soit sur un podcast? Est-ce que c'est pertinent derrière? Parce qu'après, peut-être qu'en voyant ce genre de minia, les gens peuvent se dire, tiens, c'est une vidéo storytelling, et ils arrivent sur le Ouais, c'est podcast, ils sont ça, un peu déçus. je suis Je d'accord. sais qu'Hardisk l'avait fait, il avait fait un podcast avec une ancienne Amish il y a quelques mois. Et je crois que la miniature, justement, enfin, je la retrouve, mais c'était orienté type, tu avais l'impression que tu allais voir une vidéo storytelling, une vidéo face cam, et derrière, tu avais un podcast. Bon, nous, j'avais regardé avec ma copine, on avait trouvé le sujet super intéressant et ça ne nous avait pas gêné. Mais, euh, mais peut-être que dans certains cas, ça peut provoquer de la friction. Donc je pense qu'on peut toujours envisager d'autres types de miniatures aussi. Encore une fois, les seules limites sont notre créativité. Mais je suis curieux d'avoir votre avis sur la question. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça risque pas de décevoir les spectateurs? Je suis Ouais, curieux moi je pense, hein. d'avoir votre avis. Moi je pense que, enfin, moi perso, tu vois, je clique sur une vidéo storytelling et je tombe sur un podcast. Pas sûr de rester, même si le sujet je le trouve super pertinent. Pas parce que, du coup, ouais, j'aime pas le sujet, mais parce que j'étais pas dans le mood peut-être de regarder un podcast qui parfois aborde des sujets peut-être un peu de manière plus complexe, etc. Plus approfondie qu'une vidéo storytelling où ça va faire en sorte que, tu vois, le viewer il puisse suivre la vidéo de manière assez fluide et de manière un peu ouais, simple à suivre. Donc, enfin, moi, pour le coup, je pense que c'est peut-être pas forcément pertinent. Alors, ça peut permettre peut-être de se différencier, mais je pense qu'il a dû perdre pas mal de viewers dans les premières secondes. Dans les premières secondes, quoi. C'est possible. Ouais. Après, est-ce que dans son intro, c'était en mode podcast dès le début ou il y avait quand même un peu de...
Je saurais pas te dire. J'ai oublié, ça fait un moment. Peut-être un mélange des deux, hein. Je sais plus si c'était podcast directement. Faudra Ouais. que je regarde à nouveau. Je vous redirai. Parce que Mais je suis complètement d'accord avec Elisa sur le fait que c'est important que dans la mini, on comprenne que c'est un podcast pour Mhm. non seulement ne pas être déceptif, mais aussi attirer les gens qui cherchent un podcast. Et que, voilà. Mais après, l'exception, ça peut être, en fait, quand tu floutes, enfin, ouais, je sais pas si ça se dit en français, tu floutes un peu les lignes euh, entre le podcast et le storytelling, en fait, que tu fais un format un peu enquête, qui est un peu le format de Hardis dont tu parles, où en fait, c'est pas juste. Enfin, 80% de la vidéo, c'était une interview, mais il y avait un côté un peu enquête, avec des moments face cam. Et en fait, plus tu vas arriver à. Et je pense que c'est aussi ça un peu l'avenir du podcast sur YouTube, c'est que ce soit pas juste du pur podcast, mais ce soit un segment ou une partie d'un format plus global où tu mixes storytelling, podcast, peut-être plusieurs personnes. Là, on est en train de bosser avec quelqu'un avec qui je bosse sur un format un peu hybride, tu vois, où c'est plus, ok, c'est des interviews comme dans un podcast, mais en fait, on les mixe et en fait, ça ressemble plus à un docu Netflix d'interview que un pur podcast YouTube. Et dans ce cas-là, ouais, peut-être que la miniature en mode plus storytelling peut passer. Je dirais que l'exception, c'est ça. Mais effectivement, quand les gens euh, voit un truc storytelling et que la première image de l'interview, c'est comme ça, Mhm. Riverside avec un gros micro podcast, et tu peux avoir une déperdition, mais ça peut être rattrapé par une intro un peu, genre, je sais pas, tu marches dans la rue et après tu arrives dans le studio. Tu peux peut-être désamorcer un peu le problème. Tu peux trouver des manières de désamorcer le problème. Mais tout ça, au final, ça revient à ce qu'on disait depuis le début, c'est de la pré-prod, en fait, de réfléchir avant même de tourner ton podcast. C'est quoi ton objectif, c'est quoi ta stratégie, pourquoi tu fais ça et quelle audience tu vises. Et naturellement, en fait, ça va être une question que tu te poses. Mais effectivement, si à la dernière minute, une fois que tu as tout fait, tu te dis, OK, c'est quoi ma minia et que tu veux tester une minia storytelling alors que ton podcast, c'est purement en studio classique, ouais, tu vas avoir tu vas pas avoir un gros taux de clic. ouais, et par rapport à ce format hybride, il y a quelque chose aussi d'intéressant que tu mets en avant. Moi, ça me rappelle quelque chose, mais tu vois, encore une fois, je prends l'exemple des podcasts dans le monde du make money, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et la plupart, encore une fois, même si les miniatures sont similaires, bah, il s'avère aussi que souvent les introductions derrière sont assez similaires. C'est-à-dire que c'est toujours un petit peu le teaser type de 30-40 secondes, on montre les passages les plus impactants du podcast, etc. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Euh, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et de plus en plus certains créateurs, bah, un petit peu comme toi tu réfléchis à des formats hybrides, certains réfléchissent à des façons détournées de procéder. Je pense à Mounir de Finari par exemple, la chaîne Finance, qui lui a un podcast aussi. J'ai remarqué, moi j'écoute pas mal ce podcast-là. Et l'autre jour, j'ai écouté un des derniers et j'ai remarqué qu'en fait, là où avant, je crois qu'il faisait aussi des introductions classiques, type 30-40 secondes des meilleurs Ouais. moments du podcast, là, il fait une sorte de mix entre les meilleurs moments du podcast ou les phrases les plus chocs, mais en même temps, ils ont écrit, je ne sais pas s'ils l'ont fait avant ou après le podcast, probablement avant, peut-être qu'ils ont affiné après, je ne sais pas. En même temps, il y a Mounir qui est face caméra et Ah, qui en c'est fait génial fait une ça. sorte de, c'est génial je trouve, il fait une sorte de présentation de l'invité tout en soulevant un petit peu les enjeux comme une introduction de vidéo face cam classique comme on pourrait le voir dans le storytelling, le débunkage ou quoi, mais entremêlé des meilleurs moments du podcast de façon très fluide et assez narrative. Je trouve ça très smart. Et bah déjà je voulais évoquer ça parce que je trouve ça super intéressant, et indépendamment de ça je voulais en venir aussi à une question qui est que dans le Make Money, en tout cas il y a encore quelques mois, on voyait beaucoup de podcasts très similaires, que ce soit sur le fond, sur la forme, etc. Est-ce que toi, Mo, tu as une approche où tu aurais des conseils éventuellement, des idées à donner à ceux qui nous regardent pour arriver justement à quelque chose de différent dans le monde des podcasts business? Est-ce que déjà c'est pertinent de vraiment arriver avec un axe totalement différenciant dans le monde des podcasts business? Et si oui, comment est-ce que tu procéderais dans le détail ou de façon dans les grandes lignes si tu veux pas trop préciser pour justement arriver avec quelque chose de différenciant? Non, je suis d'accord que c'est pas forcément bien d'être différent. Parfois, ce qui marche, marche et Mhm. c'est plus rentable de,
de pas essuyer les plâtres, d'être le premier à tester un truc et trouver qu'après toi on te copie. D'un point de vue purement business, tu vois, moi, je suis divisé entre l'artiste et le business. Si je laisse le businessman entre guillemets parler, je dirais non, fais ce qui marche et te prends pas la tête. Ça sera plus simple pour tes monteurs, plus simple pour toi, ça prendra moins de temps et tu auras des résultats qui seront corrects et tu arriveras à ton but business. Maintenant, si c'est l'artiste qui parle, effectivement, j'ai toujours envie de révolutionner le game et de tester des trucs et tout, mais bah, ça implique plus de coûts, plus de risques, plus d'échecs pour peut-être derrière un reward qui peut être immense à la fin, mais qui n'est pas sûr. Donc, tu vois, si c'est une personne purement business qui démarre et qui veut faire la version pas risquée, je dirais, voilà, garde ce qui marche. Par contre, effectivement, si la personne, elle a une envie de vraiment euh, investir du temps et de l'argent là-dedans et que c'est un truc qui est vraiment important pour elle, qui n'est pas juste un canal d'acquisition parmi d'autres, mais qui est, on va dire, la pierre angulaire de sa boîte. Et comme Finari, tu vois, ça va devenir leur, comme je disais, la pierre angulaire de leur stratégie d'acquisition et qui Ça sont allait dire prêts un à peu, je investir pense. beaucoup. Dans ce cas-là, oui, ouais, teste plein de choses, investis, mais derrière, ouais, je dirais que le hack, c'est aussi quitte à investir. Je parlais de ça avec un, un gars récemment qui se lance, enfin, qui est un expert YouTube et qui, du coup, crée sa chaîne et a des grosses ambitions, etc. Mais ça a démarré, donc c'était encore au tout début. Il n'avait pas forcément les résultats qu'il voulait. Mais par contre, il a un gros budget d'investissement et c'est un gros projet pour lui. Et je lui ai dit, bah écoute, tu as de l'argent, c'est un gros projet pour toi, c'est important. Pourquoi tu fais tout toi-même C'est le. Je sais pas si vous avez vu le livret de MrBeast, d'onboarding de MrBeast qui avait leaké. Moi, le truc qui m'a le plus marqué, c'est engage des consultants. Et je dis pas ça. D'ailleurs, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, tu veux que je t'engage? Je dis non, je dis pas ça. Je dis pas moi. Je dis, tu as beaucoup d'argent, c'est un gros projet pour toi, c'est important. Prends pas Momoran, prends Paddy Galloway ou les meilleurs au monde, tu vois, dans leur domaine, pour t'aider sur chaque domaine de ton podcast. Tu veux une réal qui sort du lot, trouve un réal incroyable qui a réalisé des pubs folles et qui va te proposer une DA qui sort vraiment du lot. Et tu vois, comme ça, en fait, en mettant ton argent plutôt dans des consultants qui vont t'aider à trouver les meilleures idées possibles rapidement sans faire d'erreur, bah, ça va peut-être te coûter cher, mais par contre, ça va pas te coûter beaucoup de temps. Tu vas diminuer le temps. Et puis même le retour sur investissement, logiquement, si tu as pris des bons consultants, Exactement. il est bien, enfin, il est bien supérieur à ce qu'il aurait pu avoir. Donc ça, c'est Exactement. trop intéressant. Ben, je pars du postulat de, voilà, c'est vraiment, t'es pas un businessman qui veut Voilà, oui, optimiser les oui. coûts à mort, tu veux aller le plus vite possible et tu as énormément Mhm. d'argent. Genre, je sais pas, tu as levé des fonds ou voilà, c'est le projet de ta vie et tu as toujours rêvé de le faire et là, ça y est, tu as l'argent, un truc et tu veux aller vite et l'argent n'est pas une question pour toi. Bah, dans ce cas-là, prends les meilleurs et Bah va le ouais. plus vite possible grâce à eux. Ne te casse pas la tête à tout essayer C'est bien de faire un peu par toi-même au début pour que quand tu engages un consultant, tu puisses juger à quel point il est qualifié ou pas. Euh, mais je dirais limite le skill dans lequel tu dois le plus te spécifier, c'est trouver les bons consultants et savoir les trier, comparer les offres et savoir bien choisir les meilleurs et travailler ton réseau, etc. C'est le skill, entre guillemets, le plus important si tu es dans ce cas de figure où tu veux créer le plus gros podcast qui va marquer le game dans ton domaine, tu vois, et que tu as un budget limité pour le faire. Ouais, de ouf. Et Non, puis, c'est clair. indépendamment de C'est gagner sûr. du temps et même d'avoir un retour sur investissement, même si c'est toujours lié à ça, tu as aussi le bénéfice en travaillant avec un consultant de pouvoir justement brainstorm et avoir des nouveaux points de vue, ce que tu peux pas forcément avoir tout seul. Et j'y pense, c'est con, tu vois, mais ça, j'en parlais récemment, très vite fait, en commentaire LinkedIn avec un expert YouTube aussi, parce que j'avais fait une vidéo là récemment sur ma chaîne perso, qui avait un peu bidé, ou en tout cas, elle avait bidé par rapport à ce que j'avais en tête. C'était une vidéo sur l'algorithme YouTube et son fonctionnement. Et je l'avais packagé d'une façon, je ne me rappelle plus trop quel titre, quelle miniature j'avais utilisé au début, mais
en discutant avec lui, j'ai réalisé qu'en fait, l'angle que j'avais pris était trop complexe, trop compliqué à comprendre. Je pense que le commun des mortels qui ont vu passer la vidéo se sont simplement dit, mais où il veut en venir, quoi. Ce que j'avais pas réalisé en travaillant seul dessus. Et ça, en fait, je me dis, mais c'est même si tu as l'habitude de faire des vidéos, tu es plus ou moins bon, entre guillemets, dans ce que tu fais, bah, tu peux en fait tomber dans ce piège de débutant aussi de pas savoir exactement quel angle prendre et d'aller dans un angle où tu te dis c'est bon, c'est sûr, ça va fonctionner, mais en fait, tu es à côté de la plaque parce que ça parle pas au commun des mortels. Et ça, la seule façon de se rendre compte, souvent, c'est aussi en discutant avec des experts. Et toi, Ouais. typiquement, quand je sais pas, tu lances un podcast et tu maîtrises un peu les codes YouTube, tu connais un petit peu comment ça se passe, mais tu n'es pas non plus un expert, bah, le fait de travailler en plus avec un consultant, c'est le meilleur moyen de pouvoir travailler justement sur cette opposition d'idées. L'un peut challenger l'autre et inversement. Et souvent, c'est là aussi que peuvent émerger les meilleures Voilà. idées de vidéos, de concepts, de formats. C'est gagnant, quoi. Je pense que la meilleure technique pour trouver le meilleur consultant pour ton sujet, que ce soit ta stratégie YouTube ou comme dans le cas de MrBeast, trouver quelqu'un qui soit la bonne personne pour t'aider à construire un cercueil dans lequel tu vas t'enfermer 15 mètres sous le sol et pouvoir survivre, qui est quand même un problème beaucoup plus compliqué et beaucoup plus niche. Mais la méthode est la même, je dirais, c'est tu demandes à tous les gens de ton réseau qui est la personne la plus smart qu'ils connaissent liée à ce sujet-là et tu continues à demander ça à autant de gens que tu peux. Et en fait, tu vois les personnes que tu entends plusieurs fois. Et en général, c'est les meilleurs, tu vois. Si tu cherches un dev et que en demandant à 20, 30 personnes, tu as eu un nom qui est revenu plus de 3, 4 fois, c'est que Mhm. cette personne est vraiment pertinente, tu vois. Ouais, et puis ça marche pour tous les domaines en soi, Ouais, hein. exactement. Ouais, super intéressant. Moi, j'ai une question aussi pour toi, du coup, qui switch un petit peu, mais qu'on m'a pas mal posée, notamment sur LinkedIn. C'est, imaginons là, je veux lancer mon podcast. Est-ce que c'est plus pertinent que je le fasse sur ma chaîne principale ou est-ce que c'est plus pertinent que je crée une chaîne secondaire uniquement dédiée à ce podcast-là? Qu'est-ce qui est ton opinion sur le sujet? Sous-entendu, sur ta chaîne principale, tu continues à faire des formats qui n'ont rien Ouais, à voir en parallèle du podcast. ouais. Bah, ça va parler un petit peu du même sujet, parce que bah, évidemment, c'est le sujet que je maîtrise. Mais est-ce que c'est plus pertinent ouais, de faire vraiment une chaîne dédiée à ce podcast-là qui parlera de ce sujet-là, enfin du même sujet, ou est-ce que je continue à poster sur ma chaîne principale avec mes autres vidéos, quoi? Je pense que ça dépend de ton format principal, du coup. S'il est Mhm. assez proche en termes de durée, de ton, de, de valeur ajoutée, entre guillemets, de la raison, entre guillemets, pour laquelle les gens regardent. Euh, En gros, si ça change pas trop les habitudes des gens, why not? Parce que, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait être très proche d'un podcast d'une heure d'interview comme ça? C'est, je sais pas, tu as l'habitude de prendre ton micro et de parler en impro pendant 1 heure et de partir un peu dans tous les sens. Ouais, peut-être que ça pourrait passer. Euh, Maintenant, si tu passes d'un format de 10 minutes, ultra Ouais, c'est ça. millimétré, énormément de Mhm. montage, un truc où il y a juste un multicam pendant 2 heures avec deux invités qui parlent de 5 millions de sujets alors que d'habitude tu es axé sur un sujet, ouais, là c'est garanti que tu te tires une balle dans le pied, que les gens vont pas, non seulement les gens vont pas comprendre, et donc puisque les gens ne comprennent pas, l'algorithme va être perdu et va plus Ouais. savoir à qui recommander quoi. Et tu vas avoir ton format principal qui va souffrir de ce nouveau format qui vient perturber les choses, et donc qui va avoir moins de recommandations, et ce nouveau format qui va pas être recommandé à assez de gens, puisqu'il va essayer de le recommander à ton ancienne audience qui vient pour autre chose. Euh, et donc voilà. Alors que si tu l'as mis sur une chaîne séparée, potentiellement, il aurait pu avoir une plus grosse audience que si tu l'as mis sur ta chaîne principale. Après, si tu switches complètement vers un nouveau format, why not? Si tu te dis, bon, maintenant, ma chaîne, ok, j'arrête l'ancien format, je switch complètement sur le podcast, le virage va prendre un peu de temps, mais ça peut faire. Et après, l'autre réponse, je dirais, c'est aussi ce que je disais, de blur the lines et de faire un format un peu hybride où ça reste proche de ton ancien format, mais tu mets du podcast à petite dose dedans et donc le choc est moindre. Et dans ce cas-là, ça peut marcher de faire cohabiter, quoi. Mais après, Ouais. souvent, tu vois, quand tu poses cette question à YouTube, enfin YouTube, à des gens qui bossent chez YouTube pour l'avoir déjà posé, ils te répondent non, non, il faut surtout pas créer d'autres chaînes, etc. Ce qui est logique, en fait, quand tu te places aussi du point de vue de YouTube, parce qu'ils se disent, en fait,
moi, je veux que mon créateur continue à créer des vidéos qui marchent sur YouTube. Est-ce qu'il y a plus de chances en se concentrant sur une seule chaîne ou en dissipant son énergie sur plusieurs chaînes? Bah, c'est plus smart de faire qu'une seule chaîne. Donc parfois la réponse c'est aussi ne fais pas de podcast. Reste sur ta chaîne qui marche et voilà. Et, euh, et, euh, et en fait, pourquoi tu veux créer un podcast? Parce que si tu as une chaîne qui marche, c'est quoi le truc en fait? C'est the lady in the fancy dress qui passe et comme dans Matrix, qui attire ton attention et qui te distrait de ce que tu étais en train de faire et qui marchait très bien. Ou est-ce que c'est vraiment une opportunité pour toi, pour ton business? Et dans ce cas-là, tu le fais à fond et tu switches complètement ton business là-dessus. Mais pourquoi vouloir faire, tu vois, 15 trucs en même temps? Donc, je comprends Ouais, aussi la position de YouTube qui est de se dire, OK, si on parle d'un point de vue purement data, oui, effectivement, c'est logique de mettre plusieurs chaînes. Mais d'un point de vue business et gestion de carrière, parfois, ça peut être aussi au détriment du créateur de se disperser, de créer 15 000 chaînes. Parce qu'après, où est la limite? Après, tu veux faire tiens, tu as envie de faire des shorts, bah allez, encore une autre chaîne. Et à la fin, tu te retrouves avec 50 chaînes, tu vois, et 50 équipes et que des chaînes qui marchent moyennement, alors que tu pourrais avoir, si tu étais resté focus sur ta première chaîne dès le début, tu aurais pu la faire grossir. Et c'est déjà très dur de faire grossir une chaîne. Alors de diviser son énergie sur plusieurs chaînes, c'est pas forcément le meilleur move, tu vois. Faut ouais, résister un non, peu à mais l'appel des sirènes et de se dire faut absolument faire un bah, c'est podcast ça. quand tu as déjà une chaîne qui marche, tu vois. C'est ça, mais justement, moi, on me posait souvent la question. Je répondais, donc c'est cool aussi d'avoir ton avis là-dessus. Je répondais en fait la même chose que toi. Et pour les gens vraiment qui se lançaient dans un format différent, je leur conseillais, tu vois, de se lancer sur une nouvelle chaîne, parce que sinon, la chaîne devient multi-market et après, c'est un mismatch algorithmique, etc. Donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est quand même important de dire aux gens qu'il faut rester focus et que lancer un podcast, c'est vraiment bah, un peu une tendance, comme on le disait au début, mais il faut le faire que vraiment s'il y a des opportunités derrière. Donc c'est cool de le rappeler. Mais après, in Ouais. fine, à quel moment est-ce que tu définis s'il y a vraiment des opportunités ou pas? Parce que si on regarde, le podcast a l'avantage de te permettre de bien développer ton expertise, d'avoir cette proximité avec le public, de pouvoir parler de façon beaucoup plus profonde et éventuellement inédite de sujets dont d'autres ne peuvent pas forcément parler. Est-ce qu'in fine, si je me fais l'avocat du diable, il n'y a pas en fait des opportunités à prendre partout pour ceux qui veulent lancer des podcasts? Est-ce que je parle surtout des entrepreneurs, là, pas forcément des créateurs, je parle pas des Squeezie, etc. Je parle vraiment des entrepreneurs qui sont déjà plus ou moins connus dans leur thématique. Est-ce que finalement, bah, le format podcast n'a pas sur le moyen et le long terme forcément des intérêts pour eux, que ce soit dans la thématique du sport, dans la thématique des finances, du make money, de l'immobilier, de ce qu'on veut? Parce que, ouais, on peut se poser la question, étant donné les avantages liés au format, même s'il y a aussi les inconvénients qui sont que ça prend du temps, ça décolle pas forcément tout de suite, euh, difficile parfois de trouver la bonne audience, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que si on y réfléchit, oui, ça peut, dans la majorité des cas, je pense, si on le fait bien et qu'on est constant, apporter des opportunités. Bon, après, il n'y a aucun format qui a que des avantages, tu vois. Tous les formats Oui, ont, c'est ont, vrai. ont des forces et à la fin, ça revient juste à faire des choix business qui sont pertinents pour toi et diviser ton temps de manière smart. Tu peux faire un podcast, c'est pertinent pour plein de raisons, mais pourquoi t'as pas fait ça depuis le début et pourquoi tu as une chaîne qui marche déjà sur un autre format? Euh, Tu vois, ça, je peux pas répondre à la place de. Tu Mm. vois, c'est au cas par cas. Tu peux faire un podcast, tu peux faire des shorts, tu peux faire plein de choses en fait. Donc, au bout d'un moment, la question, c'est pas est-ce que c'est cool ou est-ce que c'est pertinent, enfin, est-ce que c'est intéressant de faire un podcast? La question, elle est clairement oui, c'est intéressant. C'est est-ce que c'est une meilleure opportunité que ce que tu fais actuellement? C'est plus ça la question. Est-ce que c'est un meilleur usage de ton temps? Souvent, on se dit, souvent la raison et la mauvaise raison, je pense, c'est en fait, je veux faire un podcast parce que mon format principal me coûte trop d'énergie, c'est trop dur pour plein de raisons, genre ça prend du temps, ça prend de l'argent, c'est du stress, tout ça, tout ça. Tiens, j'ai envie de faire un podcast, comme ça c'est tranquille, c'est un format un peu de remplissage pour ma chaîne et ça résout mon problème. C'est beaucoup, on va pas se mentir, beaucoup de créateurs le font pour cette raison-là, avoués ou pas, enfin qui s'avouent ou pas eux-mêmes. Et pour le coup, c'est une très mauvaise raison, tu vois. Parce que si tu fais un podcast, fais-le vraiment parce que ça va t'apporter des choses en plus, pas juste pour faire du remplissage. Parce que comme on l'a dit, pour le coup,
point de vue algorithmique, c'est déjà inutile de faire du remplissage. Et en plus de ça, c'est du mauvais remplissage qui va Mm. polluer tes résultats d'avant, tu vois. Et en plus de ça, c'est pas si facile à faire que ça. Parce que si tu te dis, je le fais, c'est chill. Ok, en termes de si tu es un entrepreneur et que tu délègues tout à tes équipes, effectivement, le podcast, c'est le truc qui va te demander le moins de temps effectif pour toi. Mais en termes d'investissement, ça va t'en demander peut-être plus parfois. Et, euh, et, euh, et voilà, tu vois, par exemple, j'avais un entrepreneur, pour le coup, David Laroche. Lui, sa raison, elle était intéressante. C'était, moi, je fais le podcast. Et c'est pour ça qu'il a continué à le faire et qu'il le fait sur une nouvelle chaîne et qu'il a accepté mon conseil qui était de le faire sur une nouvelle chaîne. Je le fais parce que je veux travailler mon réseau grâce au podcast. C'est pour ça qu'il a un podcast business et un podcast grand public. Parce que son truc principal, c'était qu'il veut rencontrer des gens grâce au podcast et donc développer une audience qui le crédibilise en tant qu'intervieweur, apporter de la valeur aux gens et grâce à ça, avoir la possibilité d'inviter à peu près des gens de plus en plus inaccessibles. Mm. Et dans ce cas-là, c'est un move stratégique hyper intéressant parce que ouais, avoir un réseau, c'est le truc le plus important dans le business, je pense. Donc là, c'est une bonne raison. Et dans ce cas-là, et c'est pour ça qu'il a accepté de le faire sur une autre chaîne. Mais, euh, mais s'il l'avait fait juste pour ah tiens, ça me prend trop de temps les vidéos face cam, j'arrive pas ou j'ai pas les résultats que je veux. Tiens, je vais à partir c'est ça un peu ce que je disais tout à l'heure, le truc du lady in a fancy dress. C'est en général, c'est au moment où tu galères le plus qu'elle passe, tu vois, et que tu te dis putain, j'arrive pas à faire ce que je veux, je suis un peu dans le creux de la vague, c'est dur. Et là, elle passe et elle a l'air belle et attirante et tu te dis bah vas-y, allez, on va sauter dessus alors que c'est pas du tout la solution pour régler tes problèmes, c'est juste que tu te rajoutes d'autres problèmes en fait euh, et que tu vas pas forcément ta chaîne va pas décoller immédiatement grâce à ça, tu vois. Très Ça va juste te pertinent. Ouais, rajouter c'est d'autres clair. problèmes, tu vois. Ouais. Puis même sur C'est la clair. métrique temps, tu vois, quand on regarde, je regarde l'investisseur immobilier avec qui on avait commencé à faire des podcasts, qu'on a ensuite arrêté parce que je lui ai dit que c'était vraiment pas pertinent dans sa stratégie, c'était trop éloigné de ce qu'il faisait. On le voyait dans les résultats aussi, donc on a entre-temps arrêté. Mais tu vois, mine de rien, sur la métrique temps, c'était même peut-être pas le plus intéressant pour lui. Alors, ça lui permettait peut-être de faire du réseau, parce qu'il a quand même pu ramener une ou deux jolies têtes. Mais je crois que c'était quand même déjà des gens qu'il connaissait, donc je sais même pas si Ouais, c'était si intéressant que ça pour lui. Et indépendamment de ça, en termes de temps, tu vois, nous, la majorité des contenus, enfin, on fait plusieurs formats sur sa chaîne, mais le format phare qu'on développe le plus, c'est du format Fastcam, dans lequel il donne des conseils immobiliers, où il revient sur des problématiques immobilières. Et c'est un truc, en fait, qui est très rapide à faire, puisque moi, je suis sur l'idéation, lui a juste à mm, valider derrière. Moi, je m'occupe des accroches, des scripts, et lui a juste à rajouter derrière des bullet points, etc., avec la matière brute, mais ça lui prend quelques dizaines de minutes au maximum par script. Et derrière, il a juste à se mettre face caméra. Ça doit lui prendre 20-30 minutes par vidéo, grand maximum. Il envoie le tout au monteur, il envoie tout au media maker, etc. Et donc, en fait, je pense que par vidéo face cam, il doit y passer 1 heure et demie, grand maximum. Là où, pour des podcasts, c'est facilement 1 heure et demie, 2 heures de tournage, plus derrière le fait d'aller au studio, le fait de ressortir du studio, les trucs à vérifier derrière, etc. Le fait d'assurer les échanges avec l'invité ou quoi. Donc, en fait, parfois, même niveau temps, c'est peut-être même pas forcément le plus intéressant. Mais par contre, c'est clair. l'approche de David est super intéressante. Et voilà, c'est aussi, là, dans ce cas-là, c'est un des gros avantages du podcast, c'est le fait de pouvoir créer du réseau à fond grâce à ça. Et de fait aussi, un petit peu comme le vol d'autorité dans des vidéos face caméra, c'est de pouvoir bénéficier de l'aura de l'invité que tu ramènes, Clairement. qui peut Ouais. aussi avoir des avantages sur ton image de marque, Bah, quoi. si on part sur le YouTube Game US, c'est comme ça que Logan Paul, c'est ça, a Mhm. complètement redoré son image après les déboires qu'il a eu au Japon, là, dans la forêt je sais plus ce qui est, des morts, je crois, c'est un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelait. Enfin, bref, c'était glauque et il a eu un gros bad buzz et il a redoré son image grâce au podcast, à force de faire. Parce que non seulement il avait l'aura des gens qui l'invitaient, mais aussi lui, ça lui a permis de s'exprimer plus longuement et de montrer vraiment sa, le, ouais, son bon fond, entre guillemets. Et voilà, il n'a pas forcément une image lisse non plus aujourd'hui, mais en tout cas, c'était un bon move, tu vois. Mais même sur le marché français, bon, je crois pas qu'il ait de bad buzz à son actif, mais Alec Henry, c'est exactement la stratégie qu'il a adoptée aussi. Il a commencé, je crois, il y a 4 ans son podcast, et au fur et à mesure que les épisodes avançaient, c'était toujours des invités de plus en plus intéressants, et aujourd'hui, il arrive à interviewer vraiment du beau monde. Grave. Donc ça, c'est très cool, et c'est vraiment...
dans ce sens-là que le podcast est intéressant, je pense, quand tu es entrepreneur. Parce que faut pas oublier que là, nous, dans ce podcast-là, on s'adresse aussi aux entrepreneurs et qu'en fait, c'est vraiment le temps dont il manque le plus. Ouais. Donc, c'est vrai que est-ce qu'il vaudrait mieux qu'ils lancent leur podcast en termes de temps? Je suis pas sûre que lancer un podcast, tu vois, ça serait plus intéressant pour la plupart des entrepreneurs plutôt que, je sais pas, de lancer des ads ou de lancer, tu vois, du contenu plus organique sur d'autres réseaux sociaux, tu vois. Je pense que c'est vraiment une question d'objectif, en fait, de Mhm. pourquoi tu fais ça. Si c'est pour faire du réseau et que c'est vraiment hyper important pour toi de faire du réseau, que tu as identifié que c'était le truc qui va faire changer ton business sur les 10 prochaines années, bah, tu définis un budget à la hauteur de cet objectif-là et tu l'investis dans un podcast et tu fais le podcast uniquement dans le but d'avoir des invités de plus en plus connus. Et dans ce cas-là, bah, il faut trouver à chaque fois faire des vues pour que les invités acceptent, des invités de plus en plus connus acceptent, ou que en tout cas les épisodes soient intéressants pour que bah, l'invité, quand tu lui proposes, il se dise ah tiens, j'aime bien sa façon de poser des questions, même s'il ne fait pas énormément de vues, il touche un marché intéressant. En fait, que tu as quelque chose à lui apporter, en gros, à l'invité pour qu'il accepte. Et dans ce cas-là, c'est une stratégie pertinente. Mais si tu le fais d'un point de vue, je veux faire des leads et je fais un podcast pour montrer mon expertise, comme on disait au début, bah, c'est peut-être pas le meilleur move. Vaut mieux peut-être toi te faire inviter. Si tu le fais parce que la pire raison, je galère à faire ma chaîne YouTube, j'ai besoin de faire du remplissage, c'est plus facile de faire un podcast, bah, dans ce cas-là, c'est une très mauvaise raison. On revient au why au final tu vois, c'est le b.a-ba de quand tu fais de la stratégie, quoi. C'est de partir vraiment de l'origine, de ton besoin, et de pas faire les choses de manière un peu parce que les autres le font et de se retrouver à faire un truc. Parce que le pire truc, moi, à chaque fois que je dis à mes clients, c'est pas de faire un truc qui n'est pas aligné avec tes objectifs et qui en plus ne marche pas, c'est de faire un truc qui n'est pas aligné avec tes objectifs et qui cartonne. Parce que imagine, tu as un podcast qui cartonne, mais à chaque fois que tu le fais, soit tu perds de la crédibilité, tu perds de l'argent, ou juste parfois c'est aussi pas aligné avec toi en tant que Ouais, Mm. personne et des ça fois, te ça te plaît déprime. pas. Tu vois, il n'y a rien de pire que d'être déprimé à faire un truc qui cartonne, tu vois. Et à chaque fois, j'essaie de leur donner, parce que chaque fois, on s'imagine que ça va pas marcher, du coup, tu essaies de convaincre la personne en lui disant que ça va pas marcher. Moi, des fois, je lui dis, imagine que ça marche, et pour X et enfin pour telle raison, en fait, même si ça marche, tu vas être malheureux. Donc en fait, ne le fais pas, parce que dans tous les cas, tu es perdant. Non, c'est super intéressant. Et moi, j'ai une dernière question là qui me vient en tête qu'on m'a posée. C'est une fois qu'on a tourné le podcast, etc., est-ce que tu trouves que c'est pertinent d'en faire la promotion sur les autres réseaux sociaux ou est-ce qu'on laisse YouTube et l'algo YouTube faire son travail et proposer les épisodes aux bonnes personnes? Est-ce qu'il faut par exemple en parler sur LinkedIn via des posts LinkedIn ou enfin c'est quoi ton opinion là-dessus? C'est une bonne question. J'ai pas un avis tranché sur la matière. Le truc intuitif, ce serait de dire oui. Après, euh, parce que bah voilà, tu fais un Oui, à épisode, quoi? t'as envie que les gens, oui, t'as envie que les gens voient ton épisode, donc tu le partages partout. Le défaut, c'est que euh, les, euh, les audiences sont pas toujours les bonnes, dans le sens où si tu partages en story sur Instagram, les gens ils sont en train de scroller sur leur Instagram ou d'enchaîner les stories. C'est pas vraiment du scroll, c'est plus du tap, si on veut être précis. Euh, et ils n'ont pas forcément envie de regarder un truc d'une heure et d'être posé sur leur télé. Euh, Parce qu'en général, tu regardes maintenant, je pense 90% des gens doivent regarder les podcasts sur leur télé. Ça doit être rare les gens qui regardent sur un téléphone, peut-être pendant leur sport, je sais pas, en audio. Mais en tout cas, voilà, ils sont pas dans ce mode de consommation. Du coup, si tu leur mets le lien, tu as un gros risque que bah, tu aies des gens qui cliquent par curiosité et quittent la vidéo, et ce qui donne un mauvais signal pour YouTube. En tout cas, théoriquement. Après, dans les faits, j'ai pas forcément vérifié plus que ça ce truc-là. J'ai l'impression que peut-être que aussi l'algorithme a compris que entre guillemets les gens qui viennent d'Instagram, faut pas trop s'en Ouais, soucier, que c'est pas forcément un signal fort pour. Je sais pas. Je suis pas dans l'algo. Faudrait faire plein de tests pour vraiment avoir le cœur net là-dessus. Mais mon intuition, ce serait que c'est quand même risqué. Il y ouais. a le truc du Sinon, LinkedIn. faut en Ouais. parler, mais sans partager le lien, tu vois. Juste en Ouais, mode, ça c'est un peut-être bon mettre truc, la ouais. miniature
Ouais, j'ai avec... vu MrBeast faisait ça récemment. Chaque fois qu'il Ouais, publie une ouais. vidéo, il dit ah, nouvelle vidéo, allez voir. Mm. Ouais, comme ça attire vraiment que les gens qui sont intéressés par l'épisode, par l'invité, puis par le sujet abordé. Et ça évite ouais, toutes les personnes qui cliquent juste par curiosité et qui partent au bout de 10 C'est secondes, quoi. ça. L'autre fois, il y a un gars qui vend enfin, qui a monté une boîte de link in bio en mode, tu sais, qui résout le problème de quand tu es sur Instagram, tu cliques sur un lien, par Mhm. exemple en story, ça t'ouvre à l'intérieur d'Instagram, ça t'ouvre la vidéo YouTube, donc t'as pas la vraie interface de l'app YouTube, tu peux pas diffuser sur ta télé en mode Chromecast, Mhm. etc. Ce qui résulte à des vues inférieures, parce que, enfin, tu vois, c'est chiant de regarder sur le Bien navigateur sûr. YouTube. Du coup, il y a plusieurs solutions qui proposent ça. Maintenant, c'est des deep links. En gros, Ouais. quand tu cliques, ça t'ouvre réellement l'application YouTube plutôt que le navigateur. Mais il me démarchait et tout. Je lui disais, mais en fait, même ça, en vrai, moi, je ne le conseillerais pas à mes clients. Je leur dis, Ouais. dites qu'il y a un épisode dispo et allez voir quand vous avez 5 minutes sur YouTube. Tu vois, et ça sert à rien de mettre le Ouais. lien, même un deep link, puisque de toute façon, enfin, il y a, il y a tout, ça limite, ça va dans le bon sens, mais ça résout pas le problème. Donc, Mais oui, il suffit que la personne, elle soit pas, je sais pas, qu'elle ait cliqué par curiosité, mais qu'en fait, elle ait pas du tout 1 heure à consacrer au c'est podcast et qu'en ça. fait, ouais, ouais, franchement, bah, je pense qu'on s'est fait démarcher par la même personne. Je lui ai Ouais. répondu la même chose, donc je Le pense que, pauvre. ouais, Il est tout content, il a lancé sa startup et tout, et nous on est là, on s'en fout de ton truc, ça marche pas. ouais, ouais. Donc, non, mais super intéressant. Super intéressant. C'est aussi, du coup, bah, nous, ce qu'on disait à nos clients avec Blast. Donc, ça rejoint aussi notre opinion là-dessus. Donc, c'est cool. Et en plus, moi, Sinon, j'ai tendance à me dire, vas-y, moi. je disais, moi sinon un truc aussi intermédiaire qui résout pas totalement le problème et va aussi encore plus peut-être dans le bon sens, c'est de mettre le link de la chaîne Ouais. plutôt que le link de la vidéo, dans le sens où ça rajoute un peu de friction pour l'utilisateur et donc ça trie un peu, tu vois, les gens qui arrivent sur la chaîne, qui venaient juste par curiosité, Mhm. bah, tu vois, leur curiosité, elle est un peu freinée par le Ouais, je fait suis qu'ils d'accord. doivent trouver la vidéo, etc. Mais pareil, c'est une demi-solution pour, au final, la vraie solution, c'est, bah, voilà, dites aux gens que votre vidéo, elle est publiée, et puis ceux qui ont vraiment envie de la voir, ils iront la voir, et puis voilà. Ouais, moi, complètement aligné avec vous sur la question. Pour l'anecdote, je crois que je me suis aussi fait démarcher par le mec sur LinkedIn. Euh, je crois que je sais plus si je lui ai répondu, je lui ai dit que ça m'intéressait pas. Mais moi, je suis assez d'accord avec vous. Et j'ai tendance à me dire, en fait, pour les podcasts qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a vraiment pas l'habitude de regarder, mais ça, on peut pas le savoir. Quand nous, on publie un post, on sait pas exactement si ce sont si on fait un post LinkedIn, par exemple, pour promouvoir une nouvelle vidéo, on ne sait pas si c'est notre cœur d'audience en priorité qui va le voir. Bon, en général, sur LinkedIn, si, mais il y aura toujours des inconnus aussi qui vont tomber dessus et que ça pourrait potentiellement intéresser. Mais moi, je me dis, en fait, la majorité des viewers qui vont venir sur mes vidéos, sur un podcast que je pourrais créer ou quoi, je sais que c'est surtout des gens qui sont fidèles, qui ont l'habitude de le regarder. Je sais qu'ensuite, YouTube pourra naturellement faire le travail. Parce que moi-même, je le vois en tant que viewer, je sais que moi, il y a deux, trois podcasts que je dois regarder plus ou moins régulièrement. Ils passent toujours de mes recommandations à peu près au bon moment lorsqu'ils sont sortis. Si j'ai pas le temps tout de suite, je les mets à regarder plus tard et 2 3 jours après, je les ai regardés. Et si je peux les regarder maintenant, je les regarde et ça donne ensuite de la data YouTube. Donc c'est cool et c'est. Ouais, mais complètement aligné avec vous là-dessus. Ok, bah, on arrive au bout. Je sais pas si t'as d'autres questions, toi, Blas? C'est tout bon de mon côté, non? Parfait pour moi. Ouais, on a déjà enfin, posé pas mal de questions. Merci pour toutes tes réponses. Moi, c'était cool. Merci. Ouais. Et puis, ouais, ouais, franchement, c'était cool, super cool. Et puis, Avec je sais pas, plaisir. peut-être que tu as des questions aussi, toi, Mo? Je t'ai même pas demandé. Ouais, j'en ai plein. Déjà, comment vous êtes rencontrés? Ah, Bonne bonne question. question. Bah, je crois qu'on s'était rencontrés sur Twitter. Et je crois qu'il y avait. Ouais. Ouais, moi, tu me diras ce que tu en penses, Elisa, mais il me semble qu'on commençait à se suivre. Peut-être que tu m'avais suivi un jour parce que tu venais de te lancer, tu voyais que je faisais du YouTube de mon côté. Donc on avait commencé à vite fait interagir ou quoi. J'avais vu ensuite que tu avais lancé une chaîne YouTube, donc ça m'avait intéressé, j'étais allé voir. Je trouvais ça plutôt quali. Et je crois qu'il y a un jour, et c'est peut-être ce qui a commencé à nous rapprocher, entre guillemets, je crois tu avais fait un post sur le fait que, un post Twitter sur le fait que la feature AB test était sortie sur YouTube. T'étais, t'en faisais pas une révolution, mais tu disais, tiens, c'est intéressant, ça va être cool, il faudra tester et tout. Et il y avait un gars, un stratégiste que je vais pas nommer ici, mais qui t'avait répondu et qui t'avait déglingué en disant, il parlait de façon ultra agressive, il disait, non mais ça sert à rien pour les Ouais. petites chaînes, ça sert à rien, faut faire minimum 100 000, faut avoir 100 000 abonnés, ou je sais plus ce qu'il disait. Et moi je l'avais répondu, parce que
déjà, je trouvais qu'il disait des trucs qui étaient, enfin, ça manquait de Chevalier nuances. Blas sur son, sur son. Non, non, mais tu vois, enfin, même moi, ça m'a touché parce que je me suis dit, déjà, je trouve qu'il est vraiment dans la caricature. Et puis en plus, il prend un ton super condescendant alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et donc, je crois que j'avais répondu directement. Et je crois que c'est à peu près là qu'on a commencé à discuter. Ouais. Toi, je sais pas, Finalement, c'était un mal pour un bien, hein. c'est ça en soi, c'est ça. T'es un peu le Batman des YouTube stratégistes finalement. Exactement, exactement. Là, j'ai laissé ma cape de côté, mais elle est pas loin. Ouais. Bah, C'est surtout vrai que qu'en vrai, c'est. on avait la même vision de la chose, donc aussi, c'est Mm. peut-être ce qui nous a rapprochés, c'est que vraiment, on avait pensé la même chose à ce moment-là. Donc ça, c'est très cool. Mais bon, c'était ma période Twitter que j'ai complètement arrêtée aujourd'hui. Ouais. Bah, LinkedIn, c'est pas forcément mieux au niveau toxicité entre guillemets des gens dans les commentaires. Ouais. Il y Ah, a je sais Ouais, pas, hein. Je pense que LinkedIn, c'est quand même un peu mieux. un peu plus soft, Mais un peu ouais, plus soft, ouais. ouais. mais pas Moins parfait. sauvage. Ouais. Mais et donc l'autre question, double question que j'ai, c'est est-ce que vous avez déjà parlé du coup de Investors Kitchen et de Wono dans le podcast et à qui a conseillé à qui de rejoindre le groupe, enfin le Discord. On n'en a pas parlé pour le moment. De toute façon, c'est fermé actuellement. Ouais, en plus, c'est fermé. Ouais, mais Mais justement, d'en parler, ça crée encore plus de c'est vrai, mystère et les gens se disent c'est quoi ce truc fermé auquel on peut pas accéder? c'est vrai. Ouais, Et non, moi, c'est moi qui avais conseillé à Blas, il me semble. Ah, exactement, moi, en nice. fait, je crois que c'est toi qui, en plus de base, m'avais parlé de Wono sur Twitter, que je connaissais pas. Ça doit faire une petite année, un truc comme ça. Donc j'avais commencé à suivre ce que faisait Wono. Plus le temps passait, plus je me disais, ouais, c'est vraiment quali ces choses qu'il fait, mais je crois que j'étais pas encore au courant qu'il avait Investors Kitchen. Et donc pour ceux qui savent pas, c'est un Discord avec en même temps une sorte de plateforme qui permet de tester soi-même ses idées de vidéo auprès d'une communauté de beaucoup de stratégistes et de créateurs qui sont pour la plupart assez chauds. Il y a un Discord dans lequel on peut directement communiquer avec eux. Euh, Mhm. on peut tester ses miniatures, tester ses titres, lire plein d'articles sur le sujet YouTube, etc. Donc passionnant. Et puis je pense que c'est Et de loin la meilleure incroyable, communauté de stratégistes Bien sûr, qui bien existe sûr. au niveau mondial, entre guillemets. J'ai jamais ouais, vu ouais, un truc aussi quali. Et c'est cool que ce soit fermé pour ça, je trouve, parce que du coup, ça permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas n'importe qui rentre dans le groupe, tu vois. Donc en Mm. vrai, je suis plutôt contente qu'il ait fait ce move. Ouais, je suis Et toi, d'accord. tu t'es tombé dessus comment, Elisa, au départ, Bruno, Sur Twitter. sur Twitter Ouais, ouais, sur Twitter, je suis tombée sur Wono sur Twitter et puis j'ai vite vu la qualité de son contenu, etc. Et qu'il avait une approche beaucoup, enfin très différente de ce qu'on avait l'habitude de voir, plutôt très vision économiste, etc. De par son passé, tu vois, dans le trading, etc. Donc ça, c'est trop cool. Et du coup, il a une vision du marché, etc. qui est vraiment différente de ce que j'avais l'habitude de voir et c'est aussi ce qui m'a trigger et ce qui m'a fait rentrer dans le groupe. Bon, Pourquoi ça t'a trigger spécifiquement? T'as fait des, je sais pas, des études d'économie ou c'est quoi le truc Ouais, qui t'a trigger là-dedans? bah moi, je sais pas si les gens ils sont au courant, mais moi je suis encore en études là. Ah Je ouais, faisais. Ouais, ouais, je suis un master de commerce international. ok. Ah ouais, donc il a tapé dans le mille. Ouais, bah carrément, carrément. Et du coup, bah tout ce qu'il disait, je me disais, mais c'est super pertinent, etc. Et c'est vraiment une approche, tu vois, que personne n'avait aujourd'hui dans le YouTube game, donc très cool. Et vraiment, tu vois, le fait aussi que ça fasse 12 ans qu'il soit sur YouTube, etc., qu'il ait vu tous les changements d'algo. Et ouais, que vraiment, il ait toute cette expérience terrain, c'est aussi ce qui m'a fait rentrer dans le groupe. Ouais, c'est ça ce qu'il dit, le côté skin in the game. Skin in the game, ouais. Mm, mais en mm. plus, toi et moi, Mo, on en avait parlé, mais moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est. Et j'ai mis un peu de temps à le comprendre. Au début, j'étais frustré. Je pense qu'il y avait une partie de moi qui était frustrée parce que ces articles, en fait, les articles que lui écrit, parce que dans la communauté, il y a en même temps des articles que lui a écrits avec son expérience, etc. Et des articles que d'autres peuvent écrire, bah, comme Mo, comme Elisa, comme moi, etc. On peut écrire des articles aussi dans la communauté. Euh, mais ces articles-là, lui, sont en général assez courts. C'est très dense, mais très court. Et surtout, c'est difficile, je trouve, quand on lit ces articles, de sortir derrière avec quelque chose de très très actionnable. Mais c'est pas comme si, je sais pas si, il avait fait un jour un article sur les titres et les miniatures. Ok, on voit comment ça fonctionne, mais on sait pas derrière quels sont. C'est à l'inverse, par exemple, des gens qui vont donner des structures de titres, des mécaniques de titres, etc. Lui, il ne fait pas du tout ça. Il est sur le fondamental, le psychologique, les données algorithmiques, les biais algorithmiques, etc. Et ça, j'ai mis un peu de temps à le comprendre, mais je pense que c'est aujourd'hui, moi, ce qui fait pour corroborer un peu ce que dit Elisa, je pense que c'est ce qui fait que ça me parle le plus. C'est parce que il est sur les fondamentaux, il va creuser le plus loin possible.
Et je trouve ça passionnant, c'est absolument passionnant, quoi. Ouais, en fait, je pense que et j'en parlais l'autre fois avec quelqu'un qui voulait créer une communauté Discord, etc. Et je dis en fait la force de cette communauté-là par rapport à d'autres, et ce qui fait que c'est la meilleure, c'est que c'est réfléchi en, c'est pas vraiment 360, mais on va dire en trois piliers, tu vois. En mode, tu as le truc actionnable qui est le moteur de test Mm. de titres et de minia. Donc en gros, tu peux poster ton titre et ta minia avant sur cette plateforme et les autres vont voter pour élire, pour te permettre d'estimer à quel point ton titre et ta minia vont marcher sur YouTube, basé sur leur expérience. Mais le problème, le défaut de si tu avais ça dans un vacuum, bah, c'est que si n'importe qui vote, et bah, on a besoin, entre guillemets, d'un socle commun de, de savoir et de knowledge. Et donc, c'est pour ça que tu as le deuxième pilier qui est les articles et qui se veulent justement pas actionnables pour. Parce que le but des articles, pour moi, c'est pas de t'aider à faire des meilleures vidéos, c'est d'être un meilleur voteur, entre guillemets, sur l'outil de vote, tu vois. Mm. Et aussi de rendre la discussion sur Discord plus. Euh, euh, comment dire, Plus profonde et Riche, plus intéressante. ouais. profonde, plus intelligible, plus Mm. intéressante, parce qu'en fait, on parle tous du même point de départ. Parce qu'en fait, c'est pour ça souvent que les Discord, les gens se parlent pas, parce que en fait, il y a tellement de gens différents qui pensent des choses différentes que soit ça s'embrouille, soit du coup, tu n'oses plus poser des trucs, des questions et tout. Mais vu que là, en fait, les articles de Wono ont créé une espèce de. C'est un peu, tu vois, c'est un peu comme une religion finalement, tu vois. T'as la Bible, entre guillemets, qui met tout le monde d'accord et on a un socle commun de knowledge qui nous permet après de discuter et de bien se comporter dans le moment où on va voter, etc. C'est vraiment, il a repris les principes de la religion et il les a appliqués à une communauté sur Discord. Et je trouve qu'au-delà de YouTube, je trouve que c'est aussi une leçon. J'ai jamais vu aussi un Discord qui était aussi bien réfléchi en termes de Vraiment. comment créer une communauté qui marche et qui prospère et qui avance. Pour le coup, ça, c'est, je sais pas d'où il s'est inspiré. Il faudrait faire une interview de lui sur vraiment juste comment tu as créé ce Discord, comment tu l'as réfléchi. Parce qu'en plus, il y a des automations, il y a des Mais il a systèmes de l'air d'avoir un points et esprit tout. super poussé, genre il va super loin dans la réflexion, Et dans tout très ce qu'il fait. analytique, ouais, ouais, Exactement. ouais. Et Exactement. Blas, je sais pas si t'étais déjà dans le groupe à l'époque, mais genre il y a à peu près un an, tu te rappelles quand il y avait des trucs Roast My Packaging, etc., que tu votais pour les packaging et que ça te donnait des coins directement, que les coins, tu pouvais les réutiliser pour acheter les articles. Enfin, c'est Mais fou tout ça. c'est extrêmement bien pensé. Et ce que je trouve encore plus génial dans tout ça, je ne sais pas pourquoi il a décidé de ne pas montrer son visage, etc. Mais c'est que Wono, qui est le créateur de ce groupe-là, je le dis pour les spectateurs, mais c'est son avatar sur Twitter et dans la communauté, c'est la tête de Michael Scofield dans Prison Break, qui est réputé pour être un mec extrêmement intelligent, qui réfléchit à plein de plans, etc. Il a repris ça, il montre son visage nulle part. J'ai cherché des interviews sur YouTube, il doit y en avoir une ou deux, mais c'est ni sa voix ni son vrai visage. Il donne pas son nom, rien. On sait qu'il a plusieurs chaînes, mais c'est que du faceless. Euh, et il a un peu ce côté je trouve, d'un dieu qui est accessible sans vraiment l'être. Il a pas vraiment de visage. On sait que c'est un humain derrière, mais on sait pas qui, on sait pas où il est, on sait pas trop ce qu'il fait. Et c'est très très bien réfléchi pour moi. C'est un niveau totalement différent, hein, mais ça me fait presque penser à un peu comme le Satoshi Nakamoto qui a créé le Bitcoin. Je trouve qu'il y a un peu Ouais. une dynamique comme ça, c'est dingue, tellement bien pensé et ça fonctionne très bien dans les faits, quoi. Ouais, c'est vraiment le. Je pense que si demain on me demandait, ou même moi, si je me disais comment, enfin, j'ai envie de créer une communauté payante et de gagner ma vie grâce à ça, je pense que c'est vraiment le playbook, le meilleur playbook. J'ai jamais vu quelqu'un le faire mieux que lui. Mm. Et tu peux tout reprendre de A à Z et faire un truc cool. Euh, Parce que vraiment, c'est super bien réfléchi et ça marche super bien, même en étant dedans, tu vois, tu as envie de rester, t'as, ça te sert au quotidien. C'est Ah même ouais. vu que c'est fermé, bah, c'est un argument de vente, même pour si t'es stratégiste, pour bah, aider tes clients à avoir des meilleurs résultats. Ouais, C'est bah un moi, argument c'est ce que d'autorité. j'aime. C'est vraiment la qualité des apprenants aussi qui sont dedans, enfin des Ouais, experts, etc. Parce que je trouve, enfin vraiment, c'est ça aussi qui fait la force de la communauté, c'est que vraiment, toutes les personnes presque qui sont, enfin, qui sont dedans, c'est des experts.
Donc ça, c'est vraiment trop cool et c'est vraiment pour ça que je pense qu'il a fermé les portes aujourd'hui de la communauté, quoi. Après, je crois qu'il va réouvrir dans pas longtemps. Ouais. Mm. Mais ce qui est bien aussi, parce que c'est bien que ce soit pas ouvert tout le temps, mais d'ouvrir de Mhm. temps en temps, ça rajoute aussi un peu de nouvelles personnes qui apportent un œil un peu frais, qui peuvent renouveler un peu les. Parce que, entre guillemets, le côté consanguinité, au bout d'un moment, ça a ses défauts aussi, tu vois. C'est comme dans un royaume, entre guillemets. C'est bien aussi d'avoir du sang frais qui ouais, permet de pas tourner en rond sur les mêmes sujets tout le temps. Ouais, complètement, complètement d'accord. Et du coup, vous avez tous les deux une petite routine Investor's Kitchen. Ouais, moi, c'est dans mon agenda tous les jours. Ouais, moi aussi. J'ai mes 30 minutes à faire. En ce moment, je skie pas mal. Là, ça, je crois, ça fait une semaine que j'ai pas pricé. C'est mauvais élève. Mais ouais, c'est important. Et surtout, tu vois que quand tu stops pendant quelques semaines, tu perds un peu ton score. Mm. Ça prend un peu de temps à remonter, à avoir Mhm. des bonnes estimations. C'est vraiment un muscle, quoi, qui s'atrophie rapidement. Ouais, complètement d'accord. Même moi, tous les matins, en fait, moi, ça fait vraiment partie de ma routine. J'ai pas loupé depuis des mois, je crois. Tous les matins, je fais au moins une session de farming. Je vais rarement sur le Discord. C'est vraiment quand j'ai des problématiques précises ou que j'ai envie de lire un petit peu ce qui se dit, j'y vais. Mais le farming et tout ce qui est même lancer des A/B tests pour mes clients, pour mes vidéos, quoi, je le fais régulièrement. Euh, et ouais, c'est vraiment rentré dans ma routine. C'est vraiment rentré dans ma Mhm. routine. Moi, c'est l'inverse. Je suis plus Discord que le farming. Ouais, Je farming. suis moins assidu. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de gens comme toi que de gens comme moi. Ouais, moi, Le Discord, il est je suis plutôt actif, mais comme pas Blas. tant que ça non plus. J'ai l'impression qu'on est peut-être ouais, peut-être une vingtaine de personnes vraiment actives sur le Discord. Ouais, c'est l'impression Ouais. que j'ai aussi. Ouais. Le Discord, c'est que quand tu vas dessus et que tu vois qu'il y a 100 messages, tu vois, déjà, moi, je les lis pas tous parce que je me dis, bah, déjà, le temps que je les lise tous, etc. Tu te déconnectes, tu vas farmer, je sais pas, 30 minutes. Tu retournes sur le Discord, il y a plein de nouveaux messages. Donc, en vrai, moi, j'ai pas trop le temps, en vrai, de tout lire. C'est vrai que je suis plutôt comme Blas à faire mon petit farm tous les jours. Moi, j'aime bien le Discord parce que j'aime bien donner des conseils aux gens parce que j'ai l'impression que c'est là où j'apprends le plus. D'essayer d'analyser, tu vois, quelqu'un qui met sa miniature, qui dit je comprends pas pourquoi j'ai un mauvais score, etc. D'essayer ouais, de faire des théories, d'avoir d'autres gens qui sont pas forcément d'accord avec moi, etc. Je trouve que j'apprends beaucoup aussi comme ça et ça développe aussi, ouais, tu vois, après quand je conseille des clients, tu vois, ça me donne une expérience Bien sûr. intéressante, tu vois. De ouf, ouais, moi je pense que c'est exactement comme le copywriting et la relecture. Si tu veux t'améliorer en copywriting, tu es aussi obligé de relire de la copie. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose où le fait d'analyser au quotidien, que ce soit par le farming ou autre chose, des titres, des miniatures, ça te permet aussi d'affûter ton esprit en la matière. Pareil, quand tu vas discuter dans le Discord pour répondre à des problématiques que peuvent avoir d'autres créateurs, le nerf de la guerre, c'est de pratiquer, pratiquer, que ce soit pour des clients, pour toi ou pour d'autres. Pour le coup, la communauté est un excellent moyen de le faire. Mm. Vous connaissez des gens qui sont capables de créer des Discord comme ça, genre avec toutes les automations, etc. Vous avez déjà entendu parler? Parce que même ça, Ça doit être quelque chose, ouais. Moi, ça doit être un je connais sacré taf. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de boîtes qui seraient prêtes à payer pour qui ont des communautés, tu vois, de users ou quoi, qui seraient prêtes à payer pour créer un produit autour de leur Discord, tu vois, aussi poussé que que Investors Kitchen. Ouais, moi, je connais quelqu'un qui fait ça. Ah ouais? Je pourrais te donner son contact si tu veux, si t'es Ouais, ouais. intéressé. Ouais, ça m'intéresse. Qui est plus côté dev, du coup, sur le côté automation ou Bah, il fait deux. En fait, il peut faire comme Wono, ce qu'il fait. trop bien. Ouais, je pense que c'est hyper intéressant. Yes. D'ailleurs, Bon, les bah, on amis, va peut-être va falloir que Ouais, je vous laisse. dis-moi. J'ai un rendez-vous juste après, là, faut que j'enchaîne. Ouais, voilà, c'est ça. On va peut-être clôturer tout ça. En vrai, c'était super cool. C'est Au grave plaisir intéressant. de te revoir sur un podcast, Mo. Et puis voilà. Très bonne journée à vous deux.